pas meilleure place que San Francisco pour quand tu as 25 ans puis le monde est à ta portée. Je voulais rentrer là où que ça se passait, disons. No pun intended. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Patrick Monod, fondateur et CEO chez Pod, un AI coach pour vente B2B. Pod, c'est au-dessus de 2,5 années d'existence, à environ 8 employés, au-dessus de 100 clients, 3 millions US en funding, roughly. On couvre son parcours, du consulting à SF, en passant par homme à tout faire dans une startup en crise, jusqu'à fonder son propre SaaS. On explore aussi les particularités d'avoir les ventes comme marché cible. Alright, on passe au show, let's go! Patrick Monod, bienvenue sur Ça se passe. Merci, je suis bien content d'être là. Moi aussi, man, j'ai même pu être un méga creep puis être parqué juste en arrière de toi. Je t'ai envoyé une photo de toi qui était en train d'attendre dans son char. C'est assez surprenant quand il y a quelqu'un qui t'envoie une photo de toi pas trop loin. Tu te demandes un peu avec un who's gros watching. podcasteur barbu qui est ça, de même salut, en c'est moi. Pat, je demande souvent aux guests comment on s'est connus. Ouais. C'est-tu moi qui ai Outreach? Je pense à travers des connexions mutuelles. LinkedIn. LinkedIn, follow sur le podcast. Nord Ouais. de Palisade aussi, Ouais. probablement. OK, parfait. En fait, c'est récent. Très Ouais, récent notre très récent. relation. Quelques mois max. Hein. Ouais, on a brunché à l'été. On a vraiment cliqué. Puis je trouve que c'est cool ce que tu fais, ton approche, ton style. Fait que j'ai dit, viens donc sur le pod. Puis t'as dit oui. Très content d'être là. Fais-nous donc un recap de un peu toi, là, tu sais, CV elevator pitch de ta personne. Ouais. J'ai passé la majorité de ma vie à Montréal. J'ai étudié en génie physique à Montréal. Après ça, je me prends un peu un left turn. J'étais allé en consulting. Je travaillais chez McKinsey pendant 4-5 ans. McKinsey, c'est-tu un Big Four, ça, Pat? Non, Big Four, c'est différent, mais c'est dans les Big Three, disons. Fait que Big Four, c'est des Accounting Big Four, c'est des accounting firms. C'est ça. Puis là, les Big Three, c'est McKinsey, BCG, Bain, C'est ça. qui font du strategy consulting. C'est un peu, écoute, c'est tout un peu la même affaire. C'est un peu incestueux, ce monde-là, mais ouais, c'est une de ces Tu as compagnies. commencé ça à Montréal? Commencé à Montréal. J'ai Ouais. fait 1 an et demi à Montréal. Puis après ça, j'ai eu l'opportunité de continuer avec la firme à San Francisco. OK, J'étais nice. un peu après 1 an et demi, j'étais un peu tanné de faire des grosses restructurations de coûts, des affaires comme ça. Fait que je me dis, j'ai le goût de revenir en technologie, j'ai le goût de revenir avec des startups. OK. Fait que j'ai eu l'opportunité de joindre une pratique à SF qui était juste orientée sur VC, startup, corporate venturing. Fait que c'était C'est le quoi ta... Parce que, tu sais, le chemin un petit peu de founder expat exilé à San Francisco, du Québec à là, il existe, là. Tu sais, c'est une Ouais. track, mettons, que je vois souvent. Ouais. Toi, c'était quoi ta rationale, genre? Pourquoi tu t'es dit, fuck it, let's go, SF, je le fais, genre? Ben, j'avais le goût de changer d'air un peu. Pourquoi? J'ai toujours aimé voyager toute Ok. ma vie. Et puis je pense que découvrir des nouvelles cultures, c'est une chose. Des nouvelles cultures de travail, c'est une autre. J'avais besoin, tu sais, en commençant en ingénierie physique, très proche de la haute technologie, j'avais le goût de revenir là. Pas meilleure place que San Francisco pour quand tu as 25 ans puis le monde est à ta portée. Je voulais rentrer là où que ça se passait, disons. No pun intended. Puis San Francisco, c'était un peu un mélange de changement d'air dans la vie, changement d'air ou continuation professionnelle, puis juste l'intérêt de San Francisco et de la Californie en général. Cool. Fait que là, aujourd'hui, chez Pod, Ouais. ta business, le rôle que tu occupes, c'est Founder CEO. Founder CEO, ouais. Super. Décris-moi donc un peu, c'est quoi Pod? Ouais, fait que Pod, on est un logiciel d'intelligence artificielle pour les représentants de vente. OK. Fait qu'en gros, on fait du pipeline coaching. Fait que tu es un représentant de vente. Ton day-to-day, c'est de faire des appels, d'avoir des rencontres avec des gens. Tu as un pipeline de deals que tu essaies de pousser. Ouais. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte avec l'ensemble de tes données, ton CRM, tes notes, ton courriel, tes call recording, tout ça. OK. Puis on va donner des insights ou du guidance spécifique au jour le jour pour les reps, pour les aider à prendre les meilleures décisions, prendre les meilleures actions, prioriser correctement, être préparé pour des calls, etc. Donne-moi un exemple, genre concret. Raconte-moi une mini-histoire de je suis un rep qui s'appelle Kyle, puis là, je m'apprête à faire une interaction avec un client qui est je sais pas où dans le pipeline. Comment est-ce que Pod me sauve les fesses? Ben, bonne question. Tu as un meeting avec John, justement, ou Anna. On va se connecter avec tes courriels, avec tes notes, puis avec ton call transcript. Donc, l'ensemble des interactions que tu as eues avec Anna, par exemple. Puis, on va calculer le sentiment score. Fait à quel point est-ce que c'est positif, négatif, neutre comme interaction. Puis, on va synthétiser puis te dire c'est quoi les top
concerns, les choses que cette personne-là est excitée, les questions que cette personne-là a eues. Fait que ça permet au rep de pas passer des heures à regarder ses courriels pour se préparer, puis vraiment se concentrer sur l'interaction humaine, puis dire, pour que Anna soit on board, puis qu'elle veuille que acheter mon produit, il faut que je dress the concern, il faut que je réponde à ses questions, etc. Le branding ou la terminologie Copilot, c'est-tu quelque chose que tu utilises des fois dans ton marketing? J'utilisais ça avant. C'est overused. C'était avec quasiment un impact un peu négatif. Il y avait du eye rolling à un autre Copilot. Copilot, souvent, c'est utilisé pour représenter un chatbot d'une certaine façon. On a un conversational interface dans le produit, mais on trouvait que ça minimisait un peu l'ampleur de ce que le produit était. Ou disons le breadth de ce que le produit était. C'est rough sur ton price point, ça aussi. Après, si le monde le perçoive comme une commodité, c'est plus tough. Exact. Mais après ça, que tu parles à des investisseurs ou des clients, ils reçoivent des courriels, des dizaines de courriels à chaque jour. Hey, veux-tu acheter mon Copilot? Puis après ça, tu finis par blender un peu ce terme-là avec plein d'autres outils. Puis ils te mettent un peu dans une case, puis ils disent toi, t'es un copilot, tu fais telle chose. Puis on fait comme non, c'est pas ça qu'on fait. Il faut que tu déconstruises l'éducation ou le préjugé, mettons, de catégorie. Puis ils font ils ont un prospect qui a une première impression, puis tu veux pas te battre contre le courant, puis de leur expliquer pourquoi ils se trompent. Fait que le but, c'est de dire vraiment, ce qu'on fait, c'est du coaching. Ça parle à un persona en particulier, ça parle à un rep en particulier qui a un problème en particulier. Fait que c'est beaucoup plus spécifique, mais je pense que ça résonne beaucoup plus. Puis c'est beaucoup plus facile de se dire, OK, c'est ça qu'ils font, plutôt que d'aller dans les généralités buzzwordy. Je pense que, si tu check, mettons, même si tu fais l'analogue humain d'un coach, il y a comme une valeur intrinsèque plus élevée dans la tête du monde à un vrai coach qui te coach versus quelque chose qui auto-complete et replies pour un... Exact. Et il y a beaucoup écoute, dans l'espace des interfaces de chat, c'est très puissant. C'est pas juste question-réponse. Il y a beaucoup de choses, mais c'est plus un médium qu'une solution. Après ça, tu peux l'avoir dans un texte, dans un courriel, dans un message texte ou dans un chat interface. Après ça, si tu as le but de te dire t'es juste un chat interface parce que c'est ça ton produit, go for it. Nous, c'est pas le cas. Puis je pense que les gens sont un peu... tannés des chats de manière générale. Puis, peux-tu me balancer une coupe de chiffres pour que j'ai une idée du statut de Pod en ce moment? Fait qu'on est une seed stage startup. On a raised à date 3 millions en capital. Seed stage? Seed stage, Fait qu'on a raised 3 millions US avec des investisseurs aux États-Unis puis quelques angels à travers l'Amérique du Nord. On a servi à travers les dernières années et demie 300 et plus sales reps à travers 100 compagnies et plus. Cool. On est une équipe de 8-9, principalement à Montréal. Une équipe que j'adore, qui est super le fun. Fait que, on a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'à date, le travail avec des entreprises... La date de fondation, c'est? Ça a été janvier 2022. Janvier ça fait 2022. Coming up de 3 ans, Très cool. Ça a été un bon journey. Commencé ça à San Francisco. T'as commencé à ASF? ASF, C'est pour ça que t'as raisé là-bas? Ou même peut-être pas... Non, ça n'avait pas vraiment d'une certaine manière, je voulais me partir d'une compagnie à San Francisco. J'étais assez ouvert sur le parcours que la startup allait prendre. Peut-être que ça restait à San Francisco, puis ça allait être ça. Mais je l'ai parti à SF, j'étais à SF, c'était un bon moment pour moi, j'ai pas trop pensé. J'ai fait OK, je prépare ça. San Francisco, c'est un super écosystème pour 1001 raisons. On pourra en parler en long et en large, mais puis pour plusieurs raisons, je me suis dit après 2 ans, ça faisait 6 ans à San Francisco, mais après 2 ans de pod à SF, ça faisait sens pour moi de revenir à Montréal. Fait que pour des raisons personnelles, professionnelles, plein de raisons, mais Montréal, ça reste la maison. La famille est là, les amis sont là. Fait que ça semblait être un environnement. Je sentais que c'était un environnement plus propice pour... Moi, je pense que tu dois jouer une balance entre l'effervescence puis l'effet de réseau que tu vas avoir dans une concentration de talent puis de capital comme SF, mais le réseau de support que tu vas avoir comme fondateur dans une place que tu peux appeler la maison, comme tu viens de dire. C'est pas toujours facile, le journey, l'aventure, puis d'être aimé, supporté, de juste ouvrir la soupape, tu sais, puis d'être... Ça peut être game changer aussi. Ouais, ça a un impact. C'est pas un ou l'autre. Je pense qu'il y a des opportunités à San Francisco que tu n'as pas à Montréal ou au Québec de manière générale. Oui, c'est juste. En Afrique, c'est ça, exact. Une compagnie, c'est des humains. Un humain, c'est plus complexe que juste un endroit ou la profession. Là.
l'aspect personnel de la famille, des amours, etc. Ben, prenons un mini détour par tes jours à SF, tes années à SF, en fait. 6, ouais. Puis tes années de consulting, genre. Tu sais, je veux pas qu'on s'éternise là-dessus, mais comme, t'as-tu des leçons ou des anti-leçons? Genre, qu'est-ce qui t'a ressorti du consulting puis de SF? Prends-le comme tu veux. Ben pour moi, outre SF, je vais parler de SF un peu, mais mon parcours professionnel, il n'a pas été tracé un peu. Je ne l'ai pas gamé, mais pour moi, je ne serais pas aujourd'hui si je n'avais pas pris l'ensemble des étapes ou des steps que j'ai pris dans ma carrière. Fait que, j'ai commencé en consulting parce que je sortais de Polytechnique. Je connaissais un peu sur les affaires. J'avais fait quelques comités, des cours de finance, puis de macroéconomie. Je pensais bien smart, là, mais je connaissais pas grand-chose. Fait que le consulting, ça m'a ouvert sur le monde des affaires. Comment est-ce qu'une compagnie, ça marche? Comment les gens, ils gèrent différentes priorités d'entreprise. Puis, quand tu es en consulting, tu es avec des dirigeants d'entreprise, dans les plus grosses entreprises dans le monde. Fait que tu apprends très, très rapidement. Ouais. Ça, 1 an, ça a été super. Là, je me suis dit, comme j'ai dit tantôt, tanné des grosses entreprises. Là, je suis tanné d'aller dans les milliards et plus. Je vais retourner vers les startups. Puis ça a été un moment de jonction dans ma carrière où j'ai fait comme, est-ce que je quitte le consulting puis je m'en vais travailler dans une startup ou j'utilise l'opportunité à travers la coquille ou l'environnement du consulting de travailler avec des startups. Fait que j'ai transféré avec la firme à San Francisco pour travailler avec des startups. Fait que ça m'a permis, ça a été un peu mon jumping off point vers SF. Okay. C'était une toute petite pratique, là, c'était 30 personnes, surtout à SF, puis un peu à New York, des anciens founders, aussi anciens consultants. Fait que c'était vraiment intéressant, puis on travaillait avec des startups de 10 personnes jusqu'à plus gros, 300, 400 scale-up, mais ça m'a permis de comprendre comment est-ce que les startups opèrent. C'est différent qu'une entreprise. Là. Les dilemmes sont différents, les ressources sont différentes. Fait que ça a été vraiment bon. Nice. Fait que consulting, ce que ça a fait pour moi, c'est m'aider un peu à créer des frameworks dans ma tête ou du pattern recognition sur comment est-ce qu'une compagnie, que ce soit petite, moyenne ou grosse, opère à haut niveau. Mais ça, à un certain point, ça reste à haut niveau. When rubber meets the road, quand c'est le temps de setuper un nouveau process ou de bâtir un produit, c'est très différent. Ouais. Fait que c'est pour ça que je suis allé dans une startup après ça. Mais ton niveau de compréhension du langage puis de la vision de, mettons, des dirigeants, qu'ils soient en startup ou en grosse entreprise, après ça, c'est un edge comme founder parce que quand tu vas leur vendre quelque chose, tu sais comment ils opèrent puis ils pensent à l'interne. Fait que t'es pas comme Flying Blind que t'étais dev, t'as buildé du beau produit, puis là, tu te fesses un petit peu les dents à la commercialisation puis tu dois comme figure out un peu qu'est-ce qui se passe de l'autre bord. T'as comme quand même été de l'autre bord déjà. Ben c'est ça, en vente, il y a le concept de consultative selling. C'est tu vends, mais pas en essayant de pousser ton produit, mais en les aidant à résoudre un problème. Ouais. Fait que ça, c'est Consulting 101. Là. Je m'assois avec toi, on va comprendre ton problème, comprendre les contraintes, etc. Fait que oui, c'est quelque chose que j'utilise jusqu'à ce jour quand je fais de la vente. Je suis pas le plus gros pressure seller au monde. Là. J'ai de la misère un peu à être pushy, mais tu sais, on va parler de ton problème pendant 1 heure, puis si la solution, c'est mon produit, cool. Sinon, je vais t'aider à trouver la solution qui marche le plus. Fait que ça a été... Puis des fois aussi, t'as comme des... avant d'atteindre ton objectif, tu lances la pierre puis elle fait quelques bons. Fait que si t'aides quelqu'un puis tu laisses une impression super positive de toi, ton talent, peut-être que dans le détour, elle va te recommander à genre une belle business. Puis, question un petit peu curieuse, mais dans les startups que la pratique de consultation accompagnée à SF, y en a-tu, mettons, qui t'ont marqué ou qui sont sur une trajectoire aujourd'hui où ils ont tombé dans le 90%? Il y en a quelques-unes qui ont eu de la misère, mais il y en a qui ont, dans les plus petites, avec lesquelles j'ai travaillé, entre 10 et 50 personnes, il y en a quelques-unes, je pense, qui sont encore là, mais c'est un slow growth. Il y en a un qui c'est du IP as a service. Il y en a un qui c'était une manette de contrôle universel, un peu comme on fait. Mais un mélange un peu de tout. Mais on a travaillé avec des compagnies qui étaient déjà relativement grosses puis qui ont explosé. Sans name drop, on travaillait avec un fonds d'investissement puis avec leur portfolio company. C'est un fonds qui mettait 150 millions dans leur compagnie et plus. Là. Il n'y en a pas des centaines dans le monde qui fait ça. Fait que c'est des compagnies qui étaient déjà en très bonne posture. Ils ont continué à bien aller. Mais pour revenir à ton point, de consulting et SF Days, à San Francisco, c'est là que tu as l'opportunité de travailler avec ces compagnies-là qui ont des trajectoires de roquettes. Là.
Fait que ça, c'est assez intéressant ou que c'est plus difficile d'avoir accès un peu à ces environnements-là si t'es pas physiquement là ou tu t'es pas en contact ou tu vas pas prendre un café le samedi puis t'entends quelqu'un parler puis il parle d'une super grosse startup qui est en train de bâtir puis tu vas juste lui parler, tu sais, hey, c'est cool, on se part dessus. Fait que il y a un peu, il y a une certaine opportunité dans la densité d'opportunités aussi. Fait. Une des dernières, pas des dernières, mais des cool conférences qu'on avait participé avec Snipcart, c'est le Jamstack Conference à New York. Un truc de web dev puis tout. Puis c'était beaucoup organisé et sponsorisé par Netlify, une grosse compagnie SF. Puis les founders, c'est des Danois, si je ne m'abuse, en tout cas, c'est Scandinavie. Puis ils étaient là à New York, puis on a chillé avec eux, on a sharé un Uber, tu sais. Puis moi, j'étais comme... Il y a tellement de bruit, il y a tellement d'affaires, il y a tellement de problèmes à SF. C'est pourquoi vous êtes là, tu sais. Puis un des deux founders, il m'a dit il n'y a aucune autre place sur la planète où tu vas prendre un café, que tu fais juste poser une question dans les airs sur le JavaScript, puis c'est genre un senior engineer de LinkedIn qui te répond. Ouais, c'est ça. One shot dans le fil, genre. Fait qu'il dit, il y a quand même une densité de talent puis de capital qui est inégalable, puis c'est pour ça qu'on se craint. J'allais prendre un verre, un café, un samedi à 2h PM, puis 90% de chances qu'il y ait un founder qui soit en train de pitcher sur son laptop à 2 tables. Fait que ça, c'est cool. Il y a une certaine énergie. Puis les gens aussi, cet esprit entrepreneurial-là, même s'ils ne partent pas leur entreprise, ils veulent joindre des compagnies, comprennent le risque, puis sont all-in. Fait que j'ai des amis qui sont partis... leur propre compagnie, puis ils se sont dit hey, on laisse tous nos apparts, on emménage dans une maison, puis on code 24/7. T'étais-tu dans cette maison? Non, j'étais pas dans cette maison. Thank God. Non. Mais t'étais où? Ben, j'ai envie aussi de montrer le côté moins glamour de genre yo, si tu veux genre un appart sur le sens du monde à SF, tu vas avoir des colocs. Là. Mais moi, la raison pourquoi je suis resté à San Francisco, ce qui m'a amené à San Francisco, c'est l'industrie tech. Ce qui m'a fait rester à San Francisco, moi, c'est pas l'industrie tech. C'est les outdoors. Moi, j'adore la Californie. Moi, j'habitais dans le nord de la ville. J'étais à 5 blocs de la baie où on voyait Alcatraz puis le Golden Gate. J'allais courir, faire du bike. Il y a des gens... des fois, je me pinçais avec ma blonde. Je dis, il y a des gens qui voyagent, là, qui prennent 2-3 semaines off, qui viennent ici. Puis nous, c'était dans notre backyard. J'ai fait ça, moi, cet été. Ouais, c'est ça. Mais puis Alcatraz, en passant d'autres, j'ai quand même angoisse. T'es-tu allé le soir? Non, c'était fin de journée, mais c'était comme... J'ai comme une de mes faiblesses, c'est de facilement me sentir pris physiquement. Genre, tu sais, j'aime pas trop les foules pis tout. Puis là, t'es dans un fucking tour guidé. Puis là, t'as une genre d'expérience audio qui te raconte tous les genres d'insanité qui se passaient là. Puis t'es pogné d'une prison avec du monde. Puis tu peux juste avancer comme pas à pas. Puis tout. Puis j'étais là avec Marie. Je dis là, le prochain ferry, c'est lui qu'on prend. Je m'en calisse que le tour soit pas fini. On coupe la ligne, on passe en avant. Mais tu sais, en termes de la Californie, en termes de diversité culturelle, culinaire, ethnique, puis météo, paysage, genre, tu fais, ça n'a pas de sens. Là. C'est malade dans la tête. Puis c'était la première fois que j'y allais avec ma blonde cet été, puis on a fait un road trip, basically du sud au nord. Puis comme, c'est unbeatable, ça reste un Golden State. Mais le bill monte vite. Ouais, très vite. J'avais les premières années et demie, 2 ans à partir pas de sans salaire, là. Juste le compte de banque en chute libre, là. T'étais comme, OK, bon, on va choisir où qu'on met nos sous pour les prochains quelques mois. Mais. Fait que tu vivais dans quel genre d'environnement, toi, quand t'étais là? J'étais dans un appartement bien standard. Avec quel genre de monde? Avec ma copine. Okay. Avec ma copine, ouais. Cool. Ma copine de Montréal, Charlotte Audrey. Elle a déménagé avec moi à San Francisco, puis on est revenus ensemble il n'y a pas trop longtemps. Fait qu'on avait un appartement on a bougé un peu là, à chaque année et demie, on a voyagé aussi, fait qu'on a laissé notre lease pendant quelques mois avant la COVID, on a fait quand même des trucs assez cool, mais je pense qu'on en a profité pas mal. Là. Si tu parlais un peu des diversités d'environnement, il n'y a pas grand place où que dans une même fin de semaine, tu peux faire du ski, du surf, du hike, du bike. Puis être sur la plage. C'est très cool. Ça, c'est le fun. C'est un peu paradisiaque. Après un certain moment, ben, le hype, il descend un peu. Là. T'es pas tout le temps de go. Les premiers 2-3 ans, là, très, très, très épuisant. Là. C'était OK, go, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Puis on partait tous les week-ends, ce qui est le fun, mais à un moment donné, t'es comme, OK, je vais juste rester à la maison. Vous aviez l'âge pour le faire aussi, je pense. On avait cette énergie-là. On l'a encore, là, on n'est pas mort, mais être un peu plus thoughtful sur comment est-ce qu'on passe notre temps. Puis là, t'as fait un bout en startup après, right? Ouais, j'ai fait. Qu'est-ce qui fait que tu bouges chez Zenier? Zenier, ouais. Ben, continuation de ce que je disais tantôt, ça faisait 4 ans que j'étais en consulting. À un certain point, tu te rends compte qu'en consulting, tu fais
pas que tu fais pas grand-chose, mais tu mets pas la main à la pâte. C'est pas toi qui es basé. Tu mets la main au pitch. C'est ça. Mais j'ai eu vraiment l'opportunité cool en consulting de faire des projets sur 6 mois où on setupait un nouveau business unit sur un produit connecté pour un house appliance. Puis tu faisais autant l'idéation, les use cases, tu travaillais avec les designers jusqu'à l'implémentation puis le shipping en manufacturing. Fait que ça arrive pas tout le temps, mais j'ai eu un peu cette opportunité-là. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'ai fait beaucoup de travail en produit puis en go-to-market à la firme. Fait que moi, ce que je voulais faire, c'est je savais que je voulais me partir d'une entreprise. J'avais besoin d'une certaine manière de... Tu savais depuis quand, Pat? Excuse de t'interrompre. Assez longtemps. C'est pour ça que je disais, mon parcours, ça a été tout le temps dans l'optique de me rapprocher plus proche d'être un entrepreneur, d'être un meilleur entrepreneur. Pourquoi tu voulais faire ça? Parce que j'ai fait des petits projets à gauche, à droite, mais quelque chose, un vrai projet entrepreneurial. Je voulais avoir un peu plus d'expérience, de knowledge, de crédibilité, puis de scars to show, d'une certaine manière, pour me dire, hey, quand je vais me partir d'une compagnie, je vais avoir un real shot at it. Si je vais pas. Pourquoi, à la base, c'était important pour toi de partir une compagnie? J'aime pas ça quand on me dit quoi faire. C'est pas un truc. J'aime ça. Oui, mais j'aime bâtir. Je pense que j'ai même si ma copine dirait que je suis pas créatif quand on parle d'interior design, je suis un gars créatif. J'aime ça bâtir des choses. J'aime ça prendre un problème. Je suis un gros problem solver. J'aime ça penser à un problème puis le résoudre. Okay. Puis il n'y a rien de mieux qu'une startup quand tu as un blank canvas. Puis tu te dis, hey, résous ce problème-là de n'importe quelle façon. Je pense qu'aussi, il y a quelque chose pour moi lié à bâtir une compagnie qui va plus loin que le produit en tant que tel. C'est de bâtir une compagnie, un environnement où que les gens veulent travailler pour toi, veulent travailler sur ta mission, un aspect rassembleur, fédéré. Tu donnes naissance à des carrières sick aussi. Là. Ouais. Fait que ça, moi, je trouvais ça vraiment cool quand j'ai comme pogné le rôle de CEO, puis là, j'étais rendu à engager, puis dire, OK, le budget, on va le mettre là un peu, puis tout. Puis j'étais comme, hey man, ce qu'on a construit, ça donne une carrière à telle fille, tel gars, puis c'est comme, ils trippent, ils aiment ça, ils mettent la bouffe sur la table grâce à ça. C'est quand même un bon feeling. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que juste voir la team avoir du plaisir. Nice. Tu sais, t'as l'impression que tu fais comme, hey, j'ai bâti. Tu sais, oui, tu veux aider les clients, oui, tu bâtis un pool produit, tu geek out quand tu vois le produit as a whole dans les mains du client. Mais après ça, t'es un lundi après-midi, tout le monde code ou tout le monde est sur leur ordi, puis on va prendre un break, puis on joue au ping-pong pendant 1 heure, puis tout le monde have a blast ou on va prendre des bières après ça. Ça, c'est une grosse valeur à ça. C'est comme ta propre tribe aussi. Ben, d'une certaine manière, ouais. Puis si tu as l'impression que tu fais une différence, pas juste pour les gens, mais tu crées un environnement. Ouais, tu crées quelque chose qui est plus gros que juste toi ou que ce que tu produis. Quelque chose qui a une pérennité dans le temps. Aussi, parce que, tu sais, évidemment, là, tu veux une bonne dose de diversité dans ta compagnie pour que ce soit tout du monde pareil qui pense pareil, mais genre, tu passes tellement de temps de ta vie adulte à travailler, puis ça, je le répète tout le temps, puis le monde qui écoute le pod vont être tannés, mais genre, pour moi, c'est impensable que tu n'aies pas de fun ou que les gens avec qui tu travailles ne t'inspirent pas ou que tu les respectes pas profondément. Ouais. C'est genre, man, ça me rend triste de penser à ça. Je serais incapable. Ce serait un no-brainer pour moi déjà. OK. À la seconde qu'il y a quelque chose devient plus le fun ou que ça devient plus de négatif que de positif, là, c'est le temps de. Fait que créer ça puis être très intentionnel par rapport à comment est-ce que tu crées cette culture-là, je trouve ça super le fun. C'est pas facile, là, c'est parce que c'est des gens, c'est des sentiments avec lesquels tu deals, des perspectives, des craintes, puis tout le monde a leur propre affaire. Ouais. Fait qu'il est capable de juste être très transparent, de faire je crée quelque chose de cool, c'est pas juste moi, tout le monde ensemble, bâtissons ça ensemble, je trouve ça très, très le fun. Puis comment Zenier t'a aidé à t'approcher de ça? Raconte-moi cette bout-là, je t'ai comme interrompu pour challenger ta motivation. Zenier, ça a été le fun. Fait que c'est une compagnie série C backée par des très gros investisseurs. On a raisé 150 millions. Okay. J'étais arrivé un peu, pas comme un cheveu à soupe, mais j'avais un rôle pas très défini de BizOps, puis je reportais directement au CEO. T'avais trouvé ça sur LinkedIn? J'avais connecté à travers, en parlant du réseau de consulting, entre autres, c'est un ancien de McKinsey, c'était un board member de Zenier. Fait que j'ai reach out, il m'a connecté avec le CEO, ça a donné qu'il y avait un bon fit, c'est vraiment le fun. Fait que j'étais un peu je pensais d'une SWAT team. Fait qu'il y a plein de problèmes dans la compagnie. Patrick, go in there, puis tu vas sauter un peu à gauche, à droite, puis travailler un peu. Genre d'unité spéciale. Là. Une unité spéciale. On était 2-3 là, avec des backgrounds un peu différents, mais on reportait directement au CEO. Fait qu'on travaillait sur les problèmes les plus importants d'une certaine manière de la compagnie. Fait que ça, tu sais,
semaine 1, j'étais allé faire du customer success. J'avais jamais fait ça. J'étais sur le téléphone. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils disent ça? Fait que là, tu sais, je revenais avec un peu des problèmes, puis je travaillais avec les VP. Fait que c'était vraiment le fun. Mais, tu sais, Zenir, de manière générale, ça a pris un peu un left turn assez intéressant. T'sais, après 6 mois, on a mis à la porte 50% du staff. Quand je suis arrivé, on était 120. Après 6 mois, on était 300. Puis on est descendu à 2021, 150. ça? 2021. Juin 2021, c'est quand j'ai joint. Quand ça a commencé partout pendant. Ouais, exact. Mais on avait grossi vraiment, vraiment rapidement. Ouais. Trop rapidement. Fait que ça fait qu'on a mis à la porte 3/4 l'équipe de vente, l'équipe de marketing au complet. As-tu été impliqué là-dedans, toi? Ouais. C'était pas facile. Mais ça arrive, là. Ouais. Si tu as une entreprise, il va falloir que tu mettes des gens à la porte. Fait que ça m'a vraiment donné j'ai été témoin, puis j'ai été activement impliqué dans avoir ces conversations-là. Puis c'est pas facile, mais il y a une façon de le faire correctement. Ouais. Mais après ça, là, on était la compagnie, on était un peu en mode restart, là, reset. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui marche pas, etc. Fait c'est là que j'ai eu l'opportunité de passer beaucoup de temps en marketing. Tu sais, on avait mis à la porte le VP de marketing. Puis le CEO, il me dit, Pat, pour les prochains 3 mois, jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un d'autre, c'est toi qui vas faire le marketing. Je regarde avec les yeux, là. OK. On va faire du SEO, puis du contenu. Puis là, j'étais sur le côté, sur Wikipédia. Fait que là, j'ai appris beaucoup sur ça. J'ai fait beaucoup de ventes. Ouais. Puis après ça, je suis retourné dans le produit. Fait que là, ça a été vraiment le fun. Fait que j'ai fait un peu, là, tu sais, 360 startup. La startup. Fait que ça a été vraiment le fun de voir un peu comment les deux vont ensemble. Là. Ouais. Ça a été la genèse pour Pod aussi. C'est là que j'ai fait beaucoup de travail avec les représentants de vente. Mais à partir du produit, de la genèse de Zenir, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour le produit, qu'est-ce que ça veut dire pour notre mise en marché, qu'est-ce que ça veut dire pour le marketing, la vente, le customer success. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis tu n'as pas souvent cette opportunité-là quand tu rentres dans une compagnie qui est aussi bien capitalisée. D'habitude, tu as ce rôle-là, puis c'est tout. Là. Casé rendu là, ouais. Puis, non, je pense que c'est un privilège. Là. C'est sûr que c'est une période charnière et difficile pour la compagnie et plusieurs des personnes qui en font partie, mais pour toi, t'as comme été une équipe volante qui a pu voir toutes les facettes qu'il allait falloir que tu nails dans ta propre compagnie après. Ouais. T'as-tu senti ou vécu par proxy un peu la pression d'un board là, quand genre les choses vont moins bien, puis là, on a des grosses décisions à prendre, comme couper la moitié du staff? Fait que c'est surtout les conversations après ça. Les conversations de coupure de staff étaient très à huis clos, disons. Mais après ça, on a eu plusieurs conversations avec le board où c'était. Ils n'étaient pas contents, ça allait pas. Ils voulaient voir un plan, puis il y avait un changement de CEO aussi. Fait que le CEO aussi avait besoin de support pour c'est quoi notre plan, puis comment est-ce qu'on l'articule. Fait qu'il y a quelques opportunités où c'était pas un vrai board meeting, mais c'était avec les board members. Puis on disait, on va faire un petit working session. Puis là, t'arrives avec du monde d'Excel. Iconic Capital, des gros fonds, tu sais, OK. Tu te préparais-tu beaucoup pour ces trucs-là? Ben ouais, 2-3 semaines avant. Mais tu sais, c'est pas juste pour ça, mais au bout du compte, tu as besoin d'articuler un plan. Fait qu'il faut que tu penses au plan. Après ça, il faut que tu communiques correctement, puis etc. Mais ouais, beaucoup de préparation. Là. C'est pas des décisions qui sont faciles. Là. Fait que c'est pas. La préparation vient pas juste de hey, il faut qu'on soit préparé parce qu'il va y avoir le partner de telle chose dans la salle. Là. Le plan, il faut qu'il fasse du sens, sinon la compagnie, c'est pas dans le trou. Là. Fait que, t'as parlé que la genèse de Pod, c'est quoi, elle a popé pendant des choses que tu as identifiées chez Zenir? Parle-moi de ça. Ouais, il y a un bon 2-3 mois où que la priorité numéro 1 dans la compagnie, c'était la vente. Le CEO, il me dit, hey Pat, je veux que tu ailles vendre. Fait que là, j'étais allé avec les account executives, les représentants de vente. Puis je travaillais dans le day-to-day. Je faisais des calls, je faisais les intro pitch, les démos, je travaillais avec eux, je faisais du sales enablement, je faisais du rev-up, je regardais les systèmes. Fait que j'étais vraiment immersé dans tout ça. Puis la première réaction, là, c'était qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais, une fonction de vente, c'est très, très différent de n'importe quelle autre fonction dans une compagnie. Là. C'est très différent de marketing, très différent de produits, de engineering. C'est un peu un monde à part entière. Puis la première réaction, c'était qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, c'est là que j'ai compris un peu en parlant aux reps, en travaillant avec eux. C'est là que j'ai trouvé beaucoup de manque d'efficacité. Je passais beaucoup de temps sur des choses qui valait pas la peine. Il y avait beaucoup de guesswork. Fait qu'il il faisait comme ça, qu'est-ce que je devrais faire sur ce deal-là? Puis il dit, OK, je pense que c'est ça, fait que je vais faire ça. Il passait beaucoup de temps à faire du travail manuel ou administratif. Il y avait très peu de coaching. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, 60% des reps n'atteignent pas leur quota. Ça, c'est une stat qui fait juste aller en descendant ou en montant depuis 20 ans. C'est quoi le problème? Puis il y a beaucoup de compagnies qui se concentrent sur problème de productivité
Mais nous, on voyait le problème d'efficacité. La question, c'est pas de faire plus d'appels, c'est de faire des meilleurs appels. Fait comment est-ce qu'on les aide justement à faire ça? Fait que, tu sais, Percent, on a dû mettre des reps à la porte. Puis après ça, quand on prenait des nouveaux reps, tu sais, le ramp-up, puis les aider à get up to speed, c'est là que tu comprenais, OK, voici le genre d'information, de coaching ou de support qu'ils ont besoin pour être capable d'être performants. Fait que ça a été un peu ça le seed de Pod, qu'on s'est dit, il y a quelque chose à faire, on peut productiser ça, il y a des nouvelles avancées super intéressantes en intelligence artificielle qui nous permettent d'utiliser le data de nouvelles façons. Fait que, let's go. Parce que dans la fonction de vente, dans une entreprise en tech, mettons que tu enlèves la notion de AI coaching, puis qu'on focus juste sur coaching, de façon générale, du peu de connaissances que j'ai sur cette fonction-là, souvent, ça va être peut-être un rôle qui est humain, du genre directrice des ventes, qui joue un rôle de coach. Ouais. Peut-être que de temps en temps, dépendamment du budget, du statut de la compagnie, tu vas avoir des coachs externes qui viennent coacher les vendeurs. Ouais. Mais comment les gens réglaient un peu ce problème-là avant là, les outils de tech? Ben, je pense que ce soit des Learning Management Software, là, des LMS, tu as des decks puis des case studies, ça, c'est une façon que, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme étant un peu un band-aid approach pour dire hey, je vais entraîner mon équipe aussi avec des ça. Bons assets pour adapter tes pitchs. Mettons. Exactement. Ou pour handle objection, des affaires comme ça. Par contre, je pense que ça retombe souvent dans les mains d'un directeur de vente ou de quelqu'un en sales enablement, de faire du coaching. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que 90% des reps n'ont pas du proper coaching. Ils vont avoir un meeting avec leur manager 30 minutes par semaine. Puis là, 30 minutes, c'est un peu plus un grilling session de qu'est-ce qui se passe avec des deals-là, pourquoi est-ce que ton Salesforce n'est pas updaté, etc. Plutôt que de dire, hey, travaillons ensemble sur comment soit t'améliorer ou comment repenser à la stratégie de ce deal-là. Fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus de ça que de coaching proactif. Puis, on the flip side, tu as beaucoup de coaching en vente aujourd'hui qui est très théorique d'une certaine manière. Okay. Il y a c'est best practices, les case studies, etc. La réalité, c'est que quand tu es devant un appel, tu prépares pour un meeting, c'est plus théorique. La réalité est beaucoup plus nuancée. Fait que les reps ont besoin d'être coachés sur comment est-ce que, dans le day-to-day, comment est-ce que tu prends ces micro-décisions-là qui vont avoir un impact sur avec la une donnée qui est très spécifique au prospect quelconque. Oui, exact. Les conversations que tu as avec cette personne-là, les courriels que tu as envoyés, les données que tu as dans ton CRM, les notes que tu prends, les tâches que tu as, etc. Et là, je suis en train de me dire, Pat, mettons, ce problème-là aurait pu, I guess, être réglé par une forme de service aussi. Ça n'aurait pas, il me semble, eu besoin d'être un produit. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé vers le produit, genre? Je pense que le concept de real-time, c'est là que ça devient important. C'est que tu vas avoir des services que je vais venir 3 semaines par année, je vais faire un training programme, ça va être super bien. Oui, c'est bon, c'est important. On remplace pas ça. Mais après ça, il y a 50 autres semaines dans l'année. Tu as 60 heures par semaine à travailler. Ton training est un peu loin. Là. Fait que comment est-ce qu'on fait in the moment, donner ce guidance-là? Ouais, puis c'est caricatural, mais je suis sur un sales call, puis là, j'ai Anna qui me fait une objection. Puis la version service de ça, c'est quoi? C'est quelqu'un assis à côté de moi qui dit « Parle-y de son boss! » Ouais, c'est ça, exact. Ou tu sais, c'est ça. Ou ton manager qui te met sur mute, qui te dit « Hey, tu devrais dire ça. » Ça passe pas très bien. Là. Fait que... Mais est-ce que aussi en toi, il y avait le désir de bâtir du produit tout court, je pense? Ouais. Ben oui, ouais, 100%. Okay. Ben oui. Et le service, c'est pas aussi le fun. C'est ça. Rien contre les gens en service out there, mais bâtir un produit, c'est... Puis là, qu'est-ce qui fait que t'as les guts ou genre le coup de pied dans les fesses qui fait genre, OK, ouais, je vais le faire, ça, genre. Je vais builder de quoi pour régler ce problème-là moi-même. Ouais. C'est une bonne question. Il n'y a jamais un bon moment. Puis je sais que tout le monde le dit, il n'y a jamais un bon moment. Puis je pense que historiquement, je crois être quelqu'un qui est relativement risk-averse. OK. Je fais des coûts calculés. Ben pas de manière négative, là, mais je pense à mes affaires avant de faire un move. Puis tu sais, comme je disais tantôt, ma carrière a été très... pas calculée, mais j'ai pensé à mes affaires. Mm-hmm. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, si je le fais pas là, quand est-ce que je vais le faire? Il va pas avoir de meilleur moment. J'ai l'impression... en prenant pas de recul, l'impression d'avoir acquis des connaissances, de l'expérience, de la crédibilité. Un réseau. Puis
Puis j'ai dit, OK, go, on le fait. Trouve une idée. Fait que là, j'ai commencé à travers plusieurs mois de penser à des problèmes auxquels j'ai fait face, que je trouvais intéressants. As-tu gardé ta job pendant ce temps-là? Pendant 3-4 mois où je faisais les deux. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, je pense que c'est important de se concentrer. Ouais. Puis au lieu de. J'ai la misère en bon anglais, half-ass. Fait que faire les choses à moitié. Fait que j'ai l'impression que je faisais les deux à moitié. J'ai dit, OK, non, je vais y aller. T'as quitté en bon terme? Ouais, très bien. Alright, folks, petit shout-out à Coveo, employeur certifié SaaSpass. Coveo, c'est une plateforme d'intelligence artificielle pour entreprises à la fine pointe. Si vous voulez une solide carrière dans un scale-up d'ici qui sert des clients comme Salesforce, Xero, check them out sur saspass.com/partenaire avec un S, puis checkez notre job board pour voir tous les postes ouverts. OK? Back au pod. Puis quand tu étais dans cette phase-là, parce qu'il y en a plein qui écoutent le pod, d'autres qui vont se dire un petit peu comme moi, je veux être entrepreneur, je veux régler un problème, mais genre, faut que je l'identifie, le problème, tu sais, puis avant de designer une solution, puis tout. Fait que t'as comme passé dans cette phase-là, toi, t'avais-tu un process, ces mois ou semaines-là de genre, what the fuck am I gonna solve? Genre, tu sais, ça ressemblait à quoi pour toi, ça? À travers, tu sais, quand t'as plein de différents problèmes, tu te demandes lequel. Ben, je pense que quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait des sprints. Ouais. Ça a l'air con pour les product managers out there, dire un sprint. Mais, tu sais, je me suis dit, je me donne une semaine. Okay. Chacun des produits, puis je parle dans chacun des problèmes. Puis pendant cette semaine-là, ben, je parle au plus de monde possible, je fais le plus de recherches possible. Okay. Fait que tu sais, j'essaie de m'aligner 5-10 calls par semaine avec des gens que je connais ou dans mon environnement proche qui ont rapport à chacun de ces problèmes-là. Puis ça me donnait un peu un gut check. Puis après chaque semaine, je faisais comment, OK, ben tu sais, oui, non, ça fait du sens, y a-t-il quelque chose ici ou non? Puis après ça, tu sais, je commence avec une liste de 10 problèmes que je trouve intéressants. Réduit. Puis là, je me suis dit, OK. Quel genre de questions tu posais à ces gens-là? Ah ben, au bout du compte, tu essaies de comprendre leur day-to-day. C'est tout. Tu essaies de comprendre c'est quoi les challenges auxquels vous faites face. Hey, si tu avais un magic wand puis tu pouvais changer quelque chose, ce serait quoi? D'essayer juste d'avoir de l'empathie avec leur day-to-day puis les outils qu'ils utilisent, puis etc. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là te donnent leur temps pour... discuter, t'informer. Peut-être juste bien fin. Là. non, mais souvent, c'est soit tu commences avec des gens dans ton réseau proche. Après ça, tu demandes des introductions d'autres personnes. Mais je pense que de manière générale, il y a des gens qui veulent pas en parler, ils veulent pas prendre du temps. Mais si tu arrives, tu dis, hey, je suis juste vraiment intéressé à parler à des gens dans ton domaine, intéressé à en apprendre plus. Je suis en train de bâtir quelque chose ou je veux bâtir quelque chose là-dedans. Les gens vont prendre 20 minutes. Là. C'est sûr, si je dis, hey, viens me parler pendant 4 heures un samedi matin. 20 minutes, c'était ça ton... Ouais, d'habitude, c'était un 20-30 minutes. OK. Il y a un petit truc là-dedans. Si tu dis 30, ça a l'air gros, c'est 15-20 minutes. Puis après ça finit tout le temps par aller un peu plus loin. C'est le trick. Non, mais tu sais, c'est un 20 minutes où tu fais juste apprendre. Puis tu ne suis pas juste sur une personne. Là. Tu vas pas prendre 4 data points puis te dire, tout le monde réagit, pense de la même façon, mais tu vas chercher des snippets à gauche, à droite, puis tu mets ça ensemble, tu sais comme, OK, il y a quelque chose ici. Puis une fois que le leader clair dans les problèmes devient celui de Pod, qu'est-ce que tu fais pour tenter de valider? OK, ça a l'air d'être un vrai problème, mais peut-tu avoir un modèle d'affaires autour? Tu sais? C'est quoi ton next step de validation? Ben, je pense que c'est là où que tu commences à penser un peu à c'est quoi le problème, c'est quoi une solution potentielle. Une direction de solution potentielle. Exact. Ça a l'air de quoi? On va faire des petits mock-ups, etc. Puis c'est là que tu vas aller. Ben, ce que j'ai fait, c'est je commençais à parler à du monde, mais pas en mode exploratoire, pas en mode hey, je suis intéressé par le monde des ventes, parle-moi de ton day-to-day, mais hey, je suis en train de travailler sur quelque chose, je serais intéressé à avoir ta perspective si c'est intéressant pour toi. Fait que tu vas un peu plus en mode vente. Les mêmes personnes, certaines fois? Des fois, les mêmes personnes, dépendamment de la conversation, mais des fois, c'est du monde différent, dépendamment si les gens à qui tu parlais, c'est les gens à qui tu vas vendre. Ouais. Fait que ça permet un peu de valider encore plus. Après ça, tu regardes un peu plus le marché en tant que tel. Là. C'est là que tu regardes les compétiteurs, c'est là que tu regardes des succès. Est-ce que c'est un milieu qui est saturé? Est-ce qu'il y a du capital qui va là-dedans? Est-ce que les gens vendent ça ou c'est tout gratuit, etc. Fait que tu sais, commencer à expand un peu l'aperture de connaissances sur le domaine, le milieu ou l'industrie. Puis après ça, une fois que tu as l'évaluation sur le produit, tu commences à bâtir, puis tu fais des petits MVP, puis c'est un effet boule de neige au bout du compte. Là. 2 questions. Tu savais-tu que tu voulais du financement pour construire ça? Puis est-ce que tu étais seul au départ où il y avait des co-founders impliqués? Je pense que je baignais aussi dans cet environnement-là de VC et d'investisseurs. Fait que tant qu'à moi, c'était un peu un no-brainer, pour être bien honnête. Je me dis, c'est soit que je bâtis quelque chose
relativement rapidement puis ça devient quelque chose de big, ou it dies quickly. Mais j'avais pas le goût nécessairement de comment... Parce que, encore une fois, avec un peu de self-awareness, je savais que, comme tu dis, 90% de chances que ça marche pas. Tu sais, c'est des stats. Je me suis dit, bon, ben, je vais apprendre, puis c'est pas juste one shot at it. Là. Si ça foire, j'en fais une autre. Puis j'en fais une autre. Puis je vais continuer à faire des startups toute ma vie. Fait que le plus rapidement que je peux soit avoir du succès ou apprendre et recommencer, le mieux c'est. Fait que je me suis dit, ben, la meilleure façon de faire ça, c'est avec du capital de risque, avec des investisseurs. Puis j'avais beaucoup d'amis aussi qui étaient allés dans cette voie-là, qui sont partis de leur propre compagnie, qui ont eu du capital de risque en financement. Fait que je me suis dit, OK, ben, it feels like the right fit. Puis c'est ça. Puis quand pour répondre à ta deuxième question, j'ai commencé avec un co-founder. OK. Un gars que j'avais rencontré sur YC Startup School. On s'était bien entendu. Finalement, les choses n'ont pas marché, puis on a part ways, mais c'est sûr que tout seul, ça aurait été plus difficile. C'était la personne technique. Là. J'ai un background technique, mais je ne suis pas un développeur. Fait que j'avais besoin de quelqu'un un peu comme pilier technique, mais ouais. Puis, parle-moi des caractéristiques de cette industrie-là de B2B sales en tech, Ouais. parce que j'ai comme l'impression que c'est... Man, que ce soit les gangs de ce monde, ou les grains, ou même les CRM, les coachs, Ouais. c'est tellement une fonction critique parce que le go-to-market est de plus en plus important, l'efficacité de tes dollars de plus en plus important. J'ai comme l'impression que c'est une fonction, la vente, qui se fait fucking vendre chier de software, genre. Fait que genre, c'était quoi ton take là-dessus? T'avais-tu l'impression que c'était crowded? Ben, c'est avec le MarTech, là. C'est marketing tech, c'est le plus saturé des milieux out there. T'as peut-être en Closter, tu vas avoir le HR Tech, là, mais en tout cas, c'est tout très, très saturé. D'une certaine manière, tous les milieux sont relativement saturés. Il y en a un peu plus que d'autres, mais je pense que ce qui est intéressant avec la vente, c'est la proposition de valeur du produit, là. C'est pas la majorité des produits, du moins, c'est pas la réduction de coûts, c'est plus de dollars. Puis ça, je pense que ça rend les gens très, très ouverts à voir de nouvelles solutions. Les gens en vente, ils veulent avoir un edge pour dire hey, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de dollars. Fait que c'est facile, c'est un pitch qui est facile, mais c'est aussi une trame sonore de proposition de valeur qui est relativement la même tout le temps. Là. Si tu arrives à 15, tu dis hey, je vais t'aider à faire plus de sous, les yeux vont rouler derrière la tête, faire comme un huitième que j'entends dire ça. Mais c'est un marché qui est très, très saturé. Par contre, quand tu commences à comprendre le marché, tu te rends compte qu'il y a une chaîne de valeur là, en vente. Tu as un processus, un funnel, que ce soit l'identification de lead, que ce soit la qualification de lead, du cold call, du prospecting, le pipeline management, du forecasting, du conversion. Fait que tu sais, le marché reste segmenté. Exact. Il est très saturé, mais très segmenté. Puis après ça, tu as un processus de vente, mais tu as aussi des différents personas. Fait que tu as des gens en particulier qui ont des rôles différents, qui ont des priorités différentes, etc. Fait que tu sais, à travers... oui, mon expérience chez Zenier, mais aussi en parlant aux gens, c'est là que j'ai une meilleure compréhension de OK, ben, tu sais, comment est-ce que le rôle d'un BDR, d'un Business Development Representative, est différent qu'un account executive, qui est différent qu'un account manager? C'est quoi leur problème à eux? C'est quoi les outils qu'ils utilisent? Fait que là, c'est là. Est-ce que Pod vise un de ces personnages spécifiquement? Oui, avec nous, on se concentre vraiment sur le pipeline management. Fait que tu es un account executive, tu as 20, 30, 40 deals, puis ton day-to-day, c'est pas de faire du cold call, c'est pas d'avoir des leads, c'est tu as des opportunités qui vont prendre 3, 4, 5, 6 mois à closer. Tu es là pour closer. Fait que là, on les aide à closer plus rapidement, exactement. Fait que tu sais, le sourcing world, là, c'est encore plus saturé. Quand tu regardes, il y a tellement de joueurs qui vont là-dedans. Puis justement, on s'est rendu compte, pour les accounts executives, pour le pipeline, il n'y a pas tant de joueurs que ça. Puis c'est là qu'il y a une valeur économique vraiment importante parce que il y a beaucoup de compagnies qui mettent vraiment beaucoup de sous pour sourcer des leads. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Puis après ça, ils mettent ça sur le plateau d'un account executive puis ils font best of luck, tu sais, try to close it now. Puis on se dit, si on est capable de faire même un 2% d'amélioration sur ta capacité de closer, ou tu es capable de closer 5% plus rapidement, ça, c'est la valeur économique là, directe pour les organisations. Puis le fait que ça soit, là, je mets peut-être la charrue en avant des bœufs, mais le fait que ça soit stacké d'outils différents qui ciblent différents endroits de la fonction de vente ou même de la compagnie, ça t'ouvre-tu un play puis une porte de commercialisation via intégration avec certains de ces outils-là? Ben beaucoup, parce que que ce soit les CRM ou les gangs de ce monde, nous aujourd'hui, on s'intègre avec tous ces outils-là. On a une batterie d'intégration.
on n'est pas encore rendu au point où on va utiliser ces joueurs-là pour la commercialisation. T'sais, on fait partie de leur marketplace respectif, etc. C'est un canal de distribution pareil pour tout. Oui, absolument, absolument. On n'a pas encore juste tap into. C'est quelque chose qu'on veut faire, mais c'est pas juste un. C'est pas juste un good to have. Là. C'est nécessaire d'être intégré à ces joueurs-là parce que sinon, tu vas à une compagnie, tu fais, est-ce que. Tu sais, yet another tool, puis c'est pas connecté. Fait que les gens ont aucune patience ou appétit pour ça. Ouais. Puis que ce soit dans ton customer development ou genre quand tu commençais à faire tes maquettes puis tes premières ventes, est-ce que tu avais des intuitions par rapport non seulement au persona à l'horizontale, mais comme à la compagnie, au type d'industrie à la verticale? Genre, tu t'étais-tu dit, moi, c'est sûr que genre, avec les SaaS, highly competitive, highly funded, c'est là que ça va marcher pas, ou t'étais même pas là-dedans? Ben ouais, quand même, parce que encore une fois, il y a un autre axe à tout ça qui est le type de vente que tu fais. Il y a une différence entre un one-call close, une vente transactionnelle, puis une vente qui prend 6 mois, une vente qui prend 2 ans, une vente qui vaut 1,5 million en valeur annuelle ou qui vaut 50 $. Fait que oui, dès le début, on voyait que le problème d'efficacité qu'on essayait de résoudre, c'était applicable pour les compagnies qui ont un processus de vente qui est un peu plus complexe. Fait que tu sais, c'est pas 2 semaines pour closer le deal, ça prend 3, 4, 5, 6 semaines jusqu'à 1 an. Ouais. Fait que c'est ça, par contre, il n'y a pas, j'imagine que c'est là que tu t'en vas, là, il n'y a pas une industrie en particulier. Dans toutes les industries, dépendamment de ton produit, de ton modèle d'affaires, ça peut être plus ou moins long comme processus. Fait que ça rend la mise en marché des fois un peu... Ça te demande de faire un peu plus de recherche pour les compagnies que tu veux. Fait que là, il y a, mettons dans la user base, si je prenais un snapshot en ce moment, y a-tu des trends ou c'est assez diversifié? Non, mais ça reste des compagnies qui ont des sales motion qui sont plus longs, avec des valeurs de contrat plus élevées, surtout du tech en ce moment, entre 50 employés et 1000 employés environ. C'est un peu là-dedans. C'est pas du monde qui sont seulement genre dans le, je sais pas, le health tech. Non, exact. Non, pas vraiment. Je pense peut-être que tu n'auras jamais besoin non plus de l'hypothèse à la base, c'est que tu vendes un MRI machine ou un SaaS à 50 $. La vente, c'est de la vente. Ton processus, ton approche va être la même. T'sais, au bout du compte, c'est identifier des gens, t'assurer que tu rencontres les bonnes personnes, leur dire les bonnes affaires, travailler avec eux, close the deal. Après ça, ce que tu vas dire va être différent. Tu vas un Montréal, tu vas poser des questions différentes. Les gens vont être différents, mais ça, là, ce blueprint-là reste le même que tu vendes. Fait que c'est fair de dire qu'il n'y a pas des horizontales comme ça. Oui, absolument. Pour cette fonction. Exactement. Et je me gratte encore la tête, puis je me dis, est-ce qu'il y a un play vertical en particulier? Mais j'ai de la misère à voir comment est-ce que ça modifie le produit. D'un point de vue de mise en marché, c'est un peu différent. Mais après ça, c'est quand je me demande, je mets mon chapeau de produit et je fais, est-ce que mon produit est différent si je vends à du health tech ou à du ad tech? Ah, puis ton journey, il y a 3 ans, là, ça se peut comme un site. Puis moi, j'ai pas de pour ou contre par rapport à la verticalisation. C'est juste tout le temps quelque chose qui m'intéresse vraiment de voir comment les founders pensent à ça. Tu vends un tool de vente. Ouais. Il y a plein d'autres tools de vente. Ouais. À quel point, mettons, les compétiteurs directs ou indirects jouent un gros rôle dans tes pitchs à toi ou ceux de ton staff, mettons, genre? Je pense il faut que tu l'adresses, ce point-là, parce que sinon, tu ne veux pas être pris de court puis tu ne veux pas que les gens te disent « Ah oui, mais non, on a cet outil-là qui fait la même affaire. » Gong, c'est quelque chose... Gong, c'est un outil de... On explique au monde qui... Gong, en fait, ça enregistre tes appels. Fait que si vous avez eu un petit bot qui joint votre appel Zoom ou Google Meet, bien souvent, c'est Gong qui va enregistrer les appels, qui va prendre le transcript, qui va offrir des recommandations sur comment l'appel c'est mieux se passer. Tu as trop parlé, tu n'as pas assez parlé, etc. Fait que ça, par exemple, s'il y a des gens qui disent « Ah, ben bon, tu parles d'intelligence, tu parles de vente, toi, j'ai cet outil-là, etc. » Fait que je pense qu'il faut adresser être très proactif puis adresser le fait voici comment on joue avec ces joueurs-là. On n'est pas une compétition. C'est pas la raison pourquoi c'est un des premiers outils avec lesquels on s'est intégré. Oui, c'est complémentaire. Fait que je pense qu'il faut parler de ces intégrations-là parce qu'au bout du compte, sinon, je pense qu'ils vont être sceptiques. Alors, ça veut dire qu'il y a un autre outil. J'ai pas besoin d'autres outils. Okay. Puis après ça, c'est de vraiment articuler outre les outils. Là, sinon, si tu rentres dans un rabbit hole de features, comparison, puis de parler d'outils, mais tu dis voici le problème que tu as. Est-ce que tu as ce problème-là? Oui, non. Si c'est le cas, oui, on peut parler. Sinon, pas de fin de journée. Mais si oui, tu as ce problème-là, pourquoi est-ce qu'il n'est pas réglé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais pour le régler aujourd'hui?
puis tu peux même dire que tu utilises tel ou tel ou tel outil. Est-ce qu'il résout ce problème-là, oui ou non? Est-ce que c'est un problème qui est assez important pour toi? Si oui, ben, tu sais, voici comment on peut t'aider. Mais t'as-tu des... Ce que j'essaie de voir, c'est le niveau de... Tu sais, t'as comme un scale de genre problem awareness versus solution awareness. Là. Ce que j'essaie de voir, c'est si ces vendeurs-là auxquels toi tu pitches, ces account executives-là, est-ce qu'eux sont très, très, très solution aware de pas nécessairement juste Pod, mais d'autres trucs? Est-ce que tu tombes dans le... Est-ce que ça fait partie du challenge d'avoir à te pitcher contre quelque chose qui règle pas mal le même problème que toi? Ouais. Ben, je pense que ce qui est intéressant, c'est que tu dis le problem awareness, le solution awareness, parce qu'on a shifté au courant des derniers mois d'une approche on vendait aux account executives, on vendait aux contributeurs individuels. Celui qui va l'utiliser. Puis on s'est rendu compte, ces gens-là n'ont pas nécessairement the biggest problem awareness par rapport au problème. Tu sais que tu peux t'améliorer, mais est-ce que tu vas faire quelque chose pour t'améliorer nécessairement? C'est un peu plus difficile sur l'ego. On va parler aux managers maintenant, ou que leur day-to-day, c'est vraiment d'aider les reps à être plus efficaces, à être meilleurs. Mais oui, pour ton point, je pense que quand on reste à haut niveau puis on parle de la proposition de valeur, c'est facile de coller plein d'autres outils à ça. C'est vraiment en allant dans les détails. C'est pour ça qu'on prend le temps dans nos pitchs, pas dans nos pitchs, dans nos appels d'introduction. On fait quand même, parle-moi de ton processus. Okay. Parle. Dis-moi comment ça se passe, etc. Puis là, c'est là que tu restes loin des buzzwords, des généralités, là, comme le Copilot, parce qu'au bout du compte, ça ne capture pas vraiment l'essence du problème. Puis je pense aussi que tout le monde a des perspectives différentes d'un même concept. Quand tu es dans les buzzwords ou des termes techniques, des fois, c'est comme si tu parles la même langue, mais tu ne te comprends pas. Exact. Mais après ça, les gens sont un peu butt-headed, sont dans leur tête, ils ont fait leur perspective, ils ont une opinion. C'est un bon conseil de vendre ce que tu nous amènes là, sur le pod, de dire non, ramène-toi au problème de la personne, son day-to-day, puis tout ça, puis après ça, tu reparleras de ton produit. Ouais, c'est ça. Mais s'il n'y a pas un mutual understanding sur le problème, c'est un non-starter. OK. Puis le fait de bouger sur les directeurs de vente ou gestionnaires d'équipe de vente, je ne sais pas c'est quoi leur titre, là. Malheureusement. Ça peut-tu amener un challenge d'adoption dans les account executives, donc les vendeurs, parce que ça serait une solution qui serait présentée un peu top-down, genre qui descend la hiérarchie? C'est vraiment intéressant comme question parce que dans les derniers 3 mois, on a pensé beaucoup par rapport à ça. Au contraire, ça aide l'adoption. OK. Du moins, c'est un peu l'hypothèse qu'on est en train de prouver. C'est le truc, c'est que quand tu t'en vas à des account executives, des sales reps, ils sont très, très, très occupés. Extrêmement occupés. Toujours. Je me rappelle chez Douda, man, quand j'arrivais avec mes assets de product marketing pour le nouveau produit, il était comme, man, j'ai des... Take a walk. C'est ça, va-t'en. Tu me demandes 1 heure, dude. Mais en tout cas... Pour voir un truc. Mais c'est ça, mais ils sont très occupés. Fait que leur attention span pour la nouvelle information est quand même petite. Fait que si tu t'en vas à eux, puis on l'a fait, là, on a la majorité de nos utilisateurs. Fait que si tu t'en vas à eux, ils sont excités par le produit, mais entre ça, puis utiliser le produit une fois, puis revenir à chaque jour, puis à créer une habitude, ça... c'est possible, mais c'est autant d'efforts que d'aller chercher un manager. Puis le truc, c'est qu'un manager, d'une certaine manière, il peut le push. Il fait ça, maintenant, team, on utilise ce produit-là. Mais ça a été important pour nous de différencier le produit de cette motion-là. Il y a beaucoup trop de produits out there que c'est pour le manager. Mais en fait, c'est dit que c'est pour le membre de l'équipe, mais c'est pour le manager. Puis c'est juste une façon d'avoir un big brother, là, de voir ce qui se passe. Puis là, c'est là que les gens font comment? Mais j'ai pas le goût d'utiliser ton produit, là, je vais pas me faire chier à utiliser ton produit juste pour ton bénéfice. Moi, ça m'aide pas. Puis en vente, au bout du compte, c'est le quota. Là. Les reps, ils veulent closer. Fait que peu importe ce qui rentre à travers ça, qui est contre-productif, ils vont brosser ça du coin. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de dire que, hey, OK, oui, on va parler au manager, mais très rapidement, on veut parler aux reps parce que, ultimement, on résout un problème pour eux. Fait que c'est important d'avoir leur buy-in, mais on fait un peu un court-circuit dans l'adoption en disant, hey, manager, on va travailler avec toi pour ton équipe. Donc, fait que ça, c'est une dynamique qui est assez intéressante, qui peut être un peu complexe puis nuancée, mais concernant le produit. En termes de pouvoir décisionnel, j'imagine qu'ils sont plus proches de la décision, les managers aussi. Fait que peut-être que tu sauves du temps de l'autre bord parce que si tu vas bottom-up puis tu as tes champions, tes users individuels, puis que les autres doivent faire les pitchs puis convaincre les managers. C'est des défis des deux bords, mettons, mais c'est vraiment hâte de voir comment tu pensé à ça puis évoluer là-dessus. Mais c'est pour ça qu'on va pas nécessairement avec dépendamment de la grosseur d'entreprise, on va pas avec le CRO nécessairement. Premièrement, eux, ils se font
bombardé. Quoi. Tout le monde veut avoir leur attention, mais c'est aussi que ton middle manager, il est beaucoup plus, comme je disais tantôt, problem aware. Lui, il sait, il travaille au jour le jour avec le rep, il va sur les appels, il fait la stratégie du deal, etc. Fait que c'est un peu un juste milieu sur cette personne-là comprend le problème, travaille avec notre utilisateur, mais aussi si jamais on va commencer avec une équipe de 10 reps, par exemple, puis il est bien content, ça va être un champion interne beaucoup plus efficace pour après ça aller parler au CRO qu'un rep que ça fait 1 an qu'il est dans la compagnie, qui a 25 ans, puis qui fait j'aime beaucoup cet outil-là, est-ce que tu peux dépenser 50 000 pour toute la compagnie? Le CRO, il fait va prendre une marche. mais c'est cool, puis tu sais, la leçon pour le monde qui écoute, c'est un peu genre trouve ton way in, puis genre la façon la plus efficace de arriver à une décision puis une adoption. Puis il y a différents way-in dans différentes compagnies. Puis en tout cas, c'est vraiment un bon case study. Puis j'ai comme l'impression que, vu qu'on a parlé pas mal de l'acquisition, je vais quand même continuer dans cette... Les trucs que je voulais te poser là-dessus, je vais les poser. Outils de vente pour les vendeurs, I guess que vous faites de la vente, là. Ce sera un peu ironique, hein? C'est ça, oui. Fait que, est-ce que, en termes d'acquisition, votre go-to-market est principalement concentré autour de des motions de vente ou vous essayez d'autres trucs aussi? Ou... Ouais, je pense que dans l'industrie de la vente, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très aware quand ils se font vendre quelque chose. Fait que je pense que il faut que tu aies une qualité d'approche de vente qui soit très bonne, sinon ils vont pas nécessairement te respecter juste parce qu'ils vont voir ton pitch, fait comme non, tu vends pas bien, je veux pas te parler. Fait que c'est sûr qu'on utilise beaucoup du outbound, du outreach, du cold call, du bon vieux, envoyer des courriels, etc. Tu fais-tu genre LinkedIn, email, puis phone? LinkedIn, email, puis phone. On vient d'amener dans l'équipe un gars qui s'appelle Amit. Puis ils m'ont un peu ouvert les yeux sur le cold calling. Ça fait peur un peu le cold calling des fois, etc. Lui, il dit pick up the phone. C'est plus facile. Avant de pick up the phone, c'est plus facile, tu as une réponse comme ça, t'es clair. Fait que tu sais, on travaille ensemble, puis là, je commence à être un peu plus à l'aise, disons, mais on a tout ça. Fait que tu sais, multi-channel. On s'en va chercher dans LinkedIn, appel, courriel. Mais toute la vente directe. Toute la vente directe, ouais. Puis l'approche, c'est d'être un peu plus consultatif. Ouais, pas très, utilise mon produit, c'est bon pour toi, mais dis, est-ce que tu as ce problème-là? C'est intéressant, on peut peut-être faire quelque chose, parlons-nous. Mais contrebalancer ça avec. Contrebalancer ça, le outbound avec du inbound. Fait que faire du SEO, faire du contenu, faire des podcasts, créer un peu le brand awareness avec les gens sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Que c'est un travail de longue haleine, là. Ça n'amène pas à la conversion directe, mais si tu ne commences pas tout de suite, quand ça va être le temps de l'avoir, tu vas déjà être en retard, disons. Comment... T'as-tu une personne dédiée à ça ou c'est comme here and there, tu sais, l'espèce de génération plus inbound? Ouais, fait qu'on on travaille avec des. Fait qu'on a un content specialist, une fille Moran à Montréal, incroyable, qui travaille avec nous 2 jours semaine. Fait qu'elle travaille sur des social posts, elle va travailler sur des blogs, sur des vidéos, etc. Moi, j'en prends aussi. Que ce soit pour mon propre LinkedIn ou que ce soit pour des blogs ou des vidéos, du product marketing de manière générale. Puis on commence à travailler avec une firme de SEO puis de paid ads, de PPC, qui nous aide aussi à... Montréalaise? Montréalaise, oui. C'est un freelancer indépendant, mais fait que c'est assez intéressant de... Tu sais, je pense que c'est important d'avoir un certain volume d'efforts pour que ça commence à marcher. Fait que, récemment, on s'est dit, il faut commencer à mettre un peu de sous là-dedans. Fait que le staff, ça ressemble à quoi en termes de split de départ? On a quoi? On est 8-9, là. On a 5 ingénieurs, 3 full stack, 2... fait que c'est principalement des ingénieurs ou du monde technique. On a un business development lead et une en temps partiel content specialist. Quand je vois ta face sur LinkedIn, quand je vois ta face sur LinkedIn, là, sur des recorded calls, puis là, il y a 2 ou 3 autres calls, puis tu parles à des gens de vente, puis plein d'affaires. C'est-tu... C'est gossant? Pourquoi tu likes pas tout le temps? Non, j'apprécie. Puis tu sais, je pense que ça fait aussi que tu restes top of mind pour plusieurs personnes, mais... C'est-tu ton propre pod? C'est-tu un pod que tu organises avec d'autres mondes? C'est-tu juste des séries de webinaires? Qu'est-ce que je vois, genre, parce que je suis busy as fuck, puis je prends pas tout le temps de l'écouter comme fou. Ouais. Écoute, on voulait faire... On a commencé à faire des vidéocasts, des podcasts qui s'appellent le podcast. On se fait très, très smart. On se fait très, très intelligent. C'était très drôle. Non, mais en ce moment, c'est pas très, très structuré. Surtout en vidéo. On a des ambassadeurs, puis on dit, hey, veux-tu...
se prendre 1 heure, on va parler d'un sujet intéressant, on va faire un LinkedIn Live avec 4-5 personnes, Okay. on va discuter de sujets qui sont intéressants. Je pense que d'une certaine manière, au lieu de mettre trop d'efforts dans hey, on va essayer de brander ça puis de faire quelque chose à travers ce concept-là de vidéo, etc., le but, c'est d'avoir... Je pense que c'est une façon extrêmement facile ou efficace pour parler des sujets qui sont intéressants, véhiculer une façon très efficace, puis d'une manière qui résonne avec les gens, le vidéo puis l'audio. Fait que, tu sais, se booker 1 heure, prendre 1 heure avant pour... Se booker 1 heure pour discuter avec quelqu'un, c'est facile. Prendre 1 heure pour penser à ce que tu veux discuter, c'est facile. Puis après ça, tu as du contenu que tu vas pouvoir syndicate over and over again. Recycler, éventuellement, puis tu sais, d'utiliser sur LinkedIn, l'utiliser dans ton propre blog, ça va aider les SEO, l'utiliser sur YouTube, puis faire des shorts. Il y a des façons un peu d'engineer ce processus-là pour que ce soit relativement facile ou pas trop time-consuming. Par contre, c'est pas la meilleure qualité. Mais je pense, comme tu disais tantôt, la qualité audiovisuelle, c'est pas le plus important. Je pense que le sujet résonne beaucoup plus avec les gens. Puis c'est ça sur quoi on se concentre. Alright, folks, pour février, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives, courriel, chat, SMS, DMs, tout est là-dedans. Ils sont à la recherche d'un WinDev front-end pour faire évoluer le UI/UX de leur application. La fourchette de salaire, entre 90 à 150 000 CAD par année. On cherche ici une tête technique avec un flair pour l'esthétique, puis quelqu'un d'autonome qui a déjà shippé du produit, qui est capable de le faire sans un gros encadrement rigide. Missive, c'est de la bombe comme produit. On l'utilisait chez Snipcart, on l'utilise encore chez SaSpace. La compagnie est cool, le poste à combler aussi, donc sautez là-dessus. Vous pouvez voir mon entrevue avec Phil Lehoux, le co-founder, dans le lien, dans les show notes, le lien Job du mois. Sinon, vous pouvez juste aller sur saspace.com/la job du mois avec un S sans tiret. Cheers! Le content, man, là, c'est... Mettons qu'on fait l'analogie du surf, là. Ouais. La clé, c'est de rester dans l'eau. Ouais. La clé, c'est pas d'avoir la meilleure shape musculaire, d'avoir la meilleure planche ever, de genre sentir le vent. Non, tu vas en chier plein de vagues puis tout, mais la clé, c'est de rester dans l'eau, puis à un moment donné, tu vas pogner des vagues qui vont t'amener vraiment loin. Puis avec le podcasting, c'était Antoine de J7 Media puis d'Hypercroissance qui m'avait déjà dit ça. On avait parlé quand je commençais puis tout, puis il m'a dit, tu sais, man, moi, je pense qu'il l'a même dit sur un pod public, fait que je vais le dire, mais c'est comme, tu pourrais penser que genre tu devrais concentrer sur la qualité, mais si tu ne construis pas l'habitude de consommer ton contenu, puis la confiance de oui, eux autres, ils show up à chaque semaine dans mon feed, tu sais, t'es quasiment mieux de te concentrer sur la quantité que la qualité au début. Il y a une barre à avoir, là. Évidemment, faut pas que ça soit évidemment. Puis avec SaSpace, ça a été ça 100%. Avec Snipcart, notre blog, c'était ça 100%, tu sais, puis tu veux juste être là dans l'eau, man. Puis ça te fait flexer le muscle de préparer du contenu, le produire, le promouvoir. Puis faire ces reps-là. Puis comme tu dis, ça crée une autorité thématique qu'ensuite tu peux utiliser sur ton site web si tu veux booster ton SEO. Tu peux genre te parler de syndication, c'est-à-dire le mettre dans différents canaux. Tu peux recycler ça. Avec les transcribers de ce monde, ça peut devenir du contenu écrit. Puis moi, pourquoi je prends une grosse intervention comme ça, c'est il y a beaucoup de founders qui ont une expertise produit ou d'industrie très forte, puis ils voient ça comme une montagne, puis ils ne prennent pas le temps de faire un minimum de founder marketing, alors que tu l'as dit straight up, c'est pas si rough pis tough, genre. Pis ça peut avoir un bon upside. Fait que je trouve que c'est une belle leçon. Je pense qu'il y a des gens qui sont aussi un peu, je pourrais prendre LinkedIn comme exemple, là, qui sont un peu gênés. Ouais. Ils sont là, ils veulent pas faire un post, avoir l'air con un peu, mais tu sais, je pense que, comme tu dis, c'est un muscle à s'habituer. On a un advisor à Pod depuis le début, que lui, il avait, je sais pas moi, 3-4 000 followers sur LinkedIn. Puis en vente, il y a beaucoup de sales influencers qui, pendant la pandémie, se sont raqués des bons following. Mais tu sais, lui, ce qu'il fait, tu sais, c'est un gars, c'est un fractional CRO. Il a 3 compagnies, il fait du consulting, il en a 5, très, très occupé. Il se book 1 heure par semaine, puis il fait ses posts pour la semaine. Ouais, exact. Il lance ça, puis il est rendu à 15-20 000 followers. Followers, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est une... oui, puis non, parce que c'est un proxy de ta capacité à couper dans le bruit puis aller avoir de l'attention, man. Puis builder du produit, oui, c'est encore tough, mais c'est de moins en moins tough, puis c'est de plus en plus démocratisé.
Ce qui est fucking tough, c'est distribuer. Ouais. Fait que si t'as une audience, puis ça se passe, genre, c'était ça mon play au début, c'était de dire, genre, hey, si je m'en refais un SaaS ou whatever, je vais être mort de rire, je vais avoir déjà une audience. Ouais. Mais là, au final, je suis tombé en amour avec le média puis la communauté, tout court, puis je me dis, je vais aller dans ça se passe. Mais tout ça pour dire que d'avoir une audience puis une voix qui est entendue, c'est méga valuable. Exact. Puis je pense, comme tu dis, là, le point important, c'est consistency. C'est faut que moi, j'ai 20 minutes dans mon calendrier à 7h30 du matin, puis je dis, je vais écrire mon post pour la journée. Puis j'en fais un, puis on a des trucs préparés, puis ça aide beaucoup, mais tous les jours, je fais un petit quelque chose. Ça peut être un truc plus sérieux, thought leadership. Ça peut être, hier, j'étais à un dîner avec des gens d'une communauté, prendre une photo, partager, 3 lignes. Exactement. Fait que tu sais, je pense que ça revient à ça. Il faut juste go out there, puis tranquillement avoir un effet boule de neige qui va... Puis accepter de pas être trop léché, polished. Première fois que tu vas au gym ou que tu vas nager, whatever, là, genre, man, t'as de l'air piment, là, genre, tu sais. T'as de l'air de moins en moins piment au fur et à mesure que tu raps. Tranquillement, tu deviens un chou-fleur. tu pleures. L'analogie légume, là. La première fois que je bouge de piment à chou-fleur. J'adore le mot piment. C'est tellement... en tout cas. C'est un de mes préférés. Fait que là... Parfait, mais tu as répondu beaucoup à ma question sur ton utilisation de LinkedIn. Puis je suis content parce que ça donne un vrai exemple. Puis le monde pourra voir s'ils s'en inspirent ou pas. Puis LinkedIn ou pas. Tu sais, toi, ta crowd, man, ta cible est là aussi. Fait que ça fait du sens. Si ça avait été sur Reddit, j'aurais été sur Reddit. Exact. Puis Reddit, do not sleep on Reddit. là, genre, il y a moyen de te faire ramasser, mais il y a moyen de... En parlant de vague, là. Il y a moyen de prendre un crise de bouillon sur Reddit, dude. Avec Snipcart, dude, on a généré tellement de trafic qui venait de referral de Reddit, là, ça avait pas de sens. Puis tu sais, souvent, j'essayais d'engineer un pseudonymous account, puis genre parler dans une communauté de plein d'autres affaires, sharer des links de plein d'autres sites. Là, une fois sur 10, je parlais de Snipcart, puis des fois, je pogne à la first page, man, puis je suis là, yes! Des fois, je me faisais shadow ban. J'étais comme, fuck, des sorts. J'en crée un autre compte. Souvent, les fois que je générais le plus de trafic, c'est que genre, c'est même pas moi, tu sais. C'était même pas moi, pas ma team. C'était un random Reddit users qui avait genre posté sur R JavaScript. Connaissez-vous ça, telle affaire ou tel blog post? Puis là, bing, ça explosait. En même temps, on faisait du contenu chaque semaine. Fait qu'on augmentait la surface d'exposition de ce genre de win-là. Même chose quand on avait fait Hacker News, quand on avait fait Product Hunt, tu sais, c'est pas nous, là, l'ingénieur. Mais on était là. Mais la fondation, c'est vous qui l'avez bâtie pour être capable d'aller de ça. C'est ça, je pense, c'est le pouvoir de ce network-là, for sure. All right, man. Je vais pivoter un temps. Ben, juste vite pour finir sur le produit. Pricing model, ça ressemble à quoi? Subscription base. Un prix par utilisateur. Par siège, par utilisateur par mois. Puis tu peux payer upfront pour l'année, etc. C'est le plus. Tu sais, je pense que. Il y a des façons dans le futur qu'on va vouloir, considérant qu'on utilise de l'intelligence artificielle, de rajouter un peu du tokenization comme ça, ou tu dis, ou usage-based, un mélange des deux. Tu as le droit à 10 000 tokens dans ton mois. Si tu passes à travers, tu peux payer 20$ de plus. Ça va être possible. Je pense que c'est la manière de protéger un peu ta marge opérationnelle là, pour éviter que ça aille dans les poches de OpenAI, d'NVIDIA. En majuscule sur ton état de résultat GPU. C'est ça, exact. Fuck. A1000. Hey, dude, man. Ça... Ouais. Je pense que c'est juste ça va être une fucking business, man, en soi. Là. Genre d'être capable d'optimiser tes. Ben oui. T'sais, quand le monde va déployer à scale sur les infras de OpenAI, puis tout ça, genre. Tu sais, comme nous, on a un nouveau partner dans Ça se passe avec qui on commence l'année prochaine, Unicorn Cloud, que genre, c'est des pros AWS, puis c'est genre. Man, le cash qu'ils peuvent sauver parce que nous autres, toutes nos web apps, il n'y a pas beaucoup de devs qui veulent faire du gros DevOps sale, genre, à journée longue. Avec sont dans le fond d'un sous-sol. Fait que, tu sais, eux autres, ils arrivent, c'est comme ils connaissent la machine bord en bord, ils sauvent du cash, tout ça. Mon point est que le même play pour du ML, Ops, l'infrastructure AI, ça va être là aussi. Ouais. Mais ça commence déjà. Je pense que il y a de plus en plus d'outils. Écoute, je me souviens... Début 2023, là, à chaque semaine. J'étais sûr. Je followais 4 podcasts, j'avais 4 newsletters parce qu'à chaque jour, il y avait quelque chose qui se passait. C'est dans le moment où c'était un hockey stick de nouvelles, là, c'est que d'un jour à l'autre, le modèle est différent. Tu vas avoir des modèles fine-tune, des petits modèles, des modèles de. Etc. C'était un moment ultra excitant, puis là, t'avais un peu un... C'est stressant aussi. Ben oui. Moi, j'ai trouvé ça stressant, parce que j'ai malheureusement le réflexe de... Je travaille là-dessus, mais comme m'imaginer le pire, tu sais. Puis là, moi, je me lançais, genre, ça se passe, puis j'étais... Ben là,
y aura-tu plus de chasse dans genre un an? Finalement, non, vraiment pas, genre, tu comprends? On parle de pas avec un robot. Non, mais je pense que c'est des technologies qui mergent complètement ensemble, puis I guess que on verra où ça nous mène tout ça, là, mais c'est ça. Moi, je suis un optimiste. Je pense que ça va. Mais c'est parce ça sert à quoi d'être un pessimiste, dans le fond, tu sais, genre? Pas grand-chose, ouais, c'est ça. Tu sais, peux-tu vraiment arrêter le train, genre? Le train, il est parti de la station, Big, là. Même si c'était genre des pancartes qui disent... Non, c'est ça, il va faut pas... Non, restons humains. Mets-toi dans le train et dis, on va tweaker ça, on va essayer d'aller par là. Je suis comme... Ouais. Puis la vie comme pessimiste, c'est de la merde. C'est ça. Genre, parce que si le train est pour exploser, might as well enjoy the ride pendant que je suis dedans. Là, toi, tu t'es levé le matin, la baboune, ça va être. On va tout voir. C'est aujourd'hui que ça pète. Genre, c'est ça. Regardez par la fenêtre, tout est dans le feu, super. J'ai lu qu'on pivote sur le funding. Parce que là, on a dérapé complètement sur le produit, puis j'adore ça. Fait que je suis vraiment content. Cool. Et le marketing. Mm-hmm. Funding, c'était-tu comme. Déjà, c'était dans ta tête day one. Fait que quand est-ce que tu as commencé à mettre des efforts de toi en tant que founder CEO de OK, laisse-moi aller pitcher, laisse-moi monter mes decks, laisse-moi cogner à des portes. Genre. Ouais, je pense que tu as différents milestones à travers la vie d'une startup ou qui s'alignent avec un peu ce que les investisseurs. Avec la définition de ronde traditionnelle. Un pre-seed, un seed, un series A. Peux-tu donner des exemples pour le monde qui connaisse pas ça? Genre moi. Les différentes étapes. Je pense qu'il y a une étape qui va être l'idée, puis une preuve de concept. Après ça, tu vas avoir un premier produit, puis un DPO aussi, fait quelques utilisateurs initiales. La première étape, ça peut être un peu considéré comme le founder fit. T'sais, une idée avec un founder, est-ce que ça match? Est-ce que je gagerais sur cette personne-là dans un milieu qui a l'air intéressant? Après ça, as-tu un produit, un ébauche de produits avec des gens qui sont intéressés? Éventuellement, as-tu product market fit? As-tu go to market fit? En tout cas, tu es capable, c'est pas un framework clair, là, mais il y a des étapes où ça fait du sens à chaque fois de dire comme OK, ben là, on vient de passer un jalon. Il faudra aller chercher du capital pour nous amener à l'autre étape. Parce que chaque étape, tu as des ressources nécessaires, tu as des preuves de concept à faire, tu as la mise en marché, tu as des dollars à aller chercher, puis soit que tu le génères toi-même ou tu vas chercher du capital extérieur. Je pense que pour nous, ça a été... on a un peu suivi ça. À la seconde qu'on avait une validation du problème, on avait des mock-ups, on avait des petits graphiques, on avait du bon feedback, etc. C'est là qu'on s'est dit, OK, on va commencer à bâtir une première version du produit, un MVP, un minimum viable product. You got it. C'est ça. Tous les grands produits, c'est pas un MVP, là, ça va pas. Puis là, c'est là, à la seconde, qu'on avait un MVP qui marchait, qui était dans le marché avec quelques utilisateurs, 20-30 utilisateurs. C'est là qu'on s'est dit, OK, il y a quelque chose là. Ça, c'est seed, pre-seed. Ça, c'était pre-seed. Ça, c'était pre-seed. Après ça, c'est tout... les gens vont dire peu importe, mais c'est pre-seed. Okay. C'est là qu'on s'est dit, OK, là, si on veut bâtir le produit un peu plus loin, j'ai besoin d'engager des ingénieurs. J'ai besoin d'avoir un peu plus de temps et d'aide pour être capable de mettre le produit en marché. Puis c'est là qu'on s'est dit, on va aller chercher un peu de sous à l'extérieur. Puis là, c'est là que tu roules les manches, tu craques ton cou, puis tu dis, OK, on y va, on va aller voir les investisseurs. Puis pour un seed. Pour le pre-seed. Pour le pre-seed. Oui, c'est ça. Fait que nous, on a levé 2 rondes. Une première ronde avec un fellowship, un petit accélérateur où on a levé 200 000 US. OK. La deuxième ronde où on a levé notre seed à 2,8. Votre seed ou votre pre-seed? Oui, c'est ça. La dernière, c'était quoi? La dernière, c'était notre seed round. C'est bon. Ouais, c'est ça. Mais la première fois qu'on est allé raiser, c'est là qu'on avait le MVP avec quelques utilisateurs. Ça, c'est qu'on est allé raiser 200 000 environ. OK. Puis, combien de temps ça t'a pris, raiser? Pourquoi? T'étais-tu encore SF quand t'as commencé? Oui. Dans les deux rondes, j'étais resté à SF. Ouais. Fait que combien de temps ça m'a pris? Quelques mois. Je pense que c'était... la première fois, ça a été 3-4 mois. La deuxième fois aussi. Fait qu'environ 3-4 mois. Des fois, pour certaines personnes, des fois, c'est plus court. Des fois, c'est plus long. Pour X chèques, il te faut X fois combien d'investisseurs chez qui tu cognes? Des fois, tu parles des investisseurs qui vont mettre le chèque au complet. Là. Fait que, je pense que l'unité du chèque n'est pas nécessairement la bonne, mais. OK. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que ça dépend vraiment de beaucoup de choses. OK, laisse-moi la reformuler de bord. Genre, pour les besoins que tu avais sur ta rente pre-seed et seed, combien t'as dû, pour atteindre l'objectif, environ à combien de personnes as-tu dû parler?
Fonds. Ouais. Honnêtement, facilement reach out à au moins 100, parler à au moins 50. Ouais. J'entends souvent ça. Mais ça reste dans ces eaux-là. Tu sais, des fois, tu as des gens avec des backgrounds incroyables ou qui ont un founder fit incroyable, c'est des repeat founders, puis tu sais, là, l'argent va un peu plus facile. Disons, au début, tu as tout le temps besoin de faire des preuves, là, de montrer des preuves, de montrer une certaine recherche puis une compréhension du problème, mais des fois, c'est plus facile. Puis souvent, à SF, tu te laisses un peu impressionner par... tu sais, tu as un ami plus loin qui a raisé pendant 3 semaines, qui t'a cherché 2 millions en clignant les yeux. Puis là, tu te dis, ben c'est ça la réalité. Puis là, tu regardes, en fait, la réalité, c'est 95% du monde. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus dur, puis c'est tough. Qu'est-ce qui est le dur là-dedans? Mais je pense que quand tu es CEO, tu es founder, c'est toi qui t'occupes du fundraising. Il n'y a personne d'autre. Right? T'es le meilleur storyteller. Tu peux être un CTO et co-founder. C'est difficile vraiment de comprendre un peu c'est quoi le state of mind de fundraise. Puis je vais le synthétiser d'une façon très simple. Imagine, tu as une idée qui est ton bébé, tu passes des heures, toutes les fins de semaine, depuis des mois, puis tu vas voir 50 personnes, puis il y en a 48 qui disent non, j'aime pas ça, c'est pas bon. Le self-doubt que tu vas avoir, tu vas te demander est-ce que tu fais la bonne affaire? Est-ce que ça vaut ton temps? Est-ce que tu as mis de l'argent dans rien? Est-ce que c'est une perte de temps? Fait qu'il y a beaucoup. La première fois, ça, je l'ai senti beaucoup. Il y a eu beaucoup sur Rollercoaster-là. Puis j'ai eu l'opportunité d'être entouré de founders qui m'ont vraiment aidé. Puis qui m'ont dit, des amis à moi, qui m'ont dit, OK, ben voici un peu comment tu t'aurais dû prendre, mais aussi, laisse-toi pas décourager parce que des fois, le feedback est pas totalement vrai ou il n'est pas accurate. Fait que, tu sais, prends-en, laisse-en. Puis, au bout du compte, ça, c'est le plus difficile. Il faut que tu fasses l'effort. La répétition du rejet. Ouais, c'est ça. Puis, faut que tu saches de dire. Puis, c'est pour ça que la deuxième fois, pour le suivre, c'était beaucoup plus facile. Parce que là, je savais à quoi m'attendre. Puis, j'étais comme, tu sais, je reçois un nom. Tu sais, c'est correct, c'est pas que mon idée n'est pas bonne. Ça peut être. C'est ça, ça peut être, je suis trop tôt, le produit, il se concentre pas sur ce produit-là ou ce marché-là. Il y a plein de raisons pourquoi tu devrais dire non. Puis, gardent-tu souvent une porte ouverte même s'ils disent non? Ben oui. C'est ce que j'ai souvent. Ben oui, c'est un peu leur. Ben non, mais ça fait du sens, là. It's not a fit for us right now. Ouais, exact. Soit que tu es trop tôt aussi, ou peut-être que tu n'as pas fait assez de preuves, ou tu n'as pas assez de traction, tu n'as pas assez de métriques. Mais tu sais, ils veulent pas. Tu sais, depuis 2007, entre autres aussi. Depuis 2007-2008, surtout dans Silicon Valley, tu avais beaucoup cette peur-là de miss out on the next Facebook. Parce qu'il y a des fonds qui se sont faits juste avec des Facebook ou des Pinterest ou whatever. Fait que je pense que c'était pas dans l'intérêt d'aucun investisseur de t'envoyer chier, de te dire t'es pas bon, je t'aime pas. Fait que tu sais, je pense que c'est toujours dans leur intérêt. Puis ça fait du sens de garder une porte ouverte. Puis peut-être que c'est pas là maintenant que ça va se passer, mais on va bâtir une relation, je vais devoir progresser, puis après ça, je vais investir. Mais tu sais, oui, il y a cette charge-là mentale de devoir dealer avec la réjection. Réjection? Ouais, avec la réjection. Non. Non. Oui. Avec le rejection. Merci. Avec le rejet. Super. On est vendredi, d'autres, on a du lousse. La réjection, sacrifice. Prof de français du primaire. C'est mon corps. Mais je pense qu'il y a aussi tout le travail. Il faut que tu envoies des courriels, il faut que tu follow up, il faut que tu passes des heures dans des meetings dans une journée. Puis pratico-pratique, là, genre, je pense à une jeune founder qui est comme, je vais raiser de l'argent. Je veux lui dire, ça va ressembler à quoi son day-to-day pendant ces mois-là. C'est genre, je trouve sur LinkedIn quelle personne je devrais écrire à quel fonds ou je demande à d'autres founders, t'as-tu un contact dans tel fonds? Ben, l'approche que moi j'ai faite, puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, c'est que tu vas par phase. Parce que ce que tu veux pas faire, c'est avoir ton idée ou un pitch qui est pas très, très raffiné, puis d'aller voir les plus gros fonds. Parce qu'après ça, impression matter. C'est first time, tu veux pas brûler ces opportunités-là. Fait que tu commences avec des friendly. Si tu as des amis qui sont investisseurs, tu dis, hey, je vais pratiquer mon pitch. Donne-moi du feedback, du vrai feedback. Là. Si tu trouves nul, si tu trouves l'idée nulle, les métriques pas bonnes, dis-le-moi. Fait que tu en prends 5-6 personnes ou whatever. Puis ça fait une ronde numéro 1. S'il y a quelqu'un qui dit, hey, c'est vraiment intéressant, je te donne un chèque, là, c'est là que tu mets la pédale à terre, puis là, tu vas voir tout le monde. Mais tu prends le feedback, après ça, tu fais une deuxième ronde. Tu reviens sur ton pitch, tu reviens sur tes métriques, tu fais comme, OK, bon, ben, comment est-ce que je fais pour raconter une meilleure histoire ou comment est-ce que je fais pour aller chercher plus de métriques. Puis après ça, tu fais une deuxième ronde avec encore 5-10. Puis lorsque tu as des bons signaux, c'est là que tu vas un peu ouvrir les valves et faire, bon, ben là, je vais avoir plus de gens. Puis après ça, comment est-ce que tu atteins ces personnes-là? Si tu as. La façon la plus facile, c'est les introductions. Tu sais, les investisseurs, ils vont aller chercher du signal sur la qualité d'un fondateur. Puis si ça vient d'une personne qui respecte, ben,
un peu des points. Juste Ouais, pour ça. proxy de Ouais, confiance, d'un proxy de confiance. Mais sinon, après ça, tu vois dans ton network, voir qui peut t'introduire. Après ça, tu regardes un peu s'ils ont des manières de soumettre ton pitch. Mais le cold email, il n'y a pas une très bonne conversion en VC, du moins dans mon expérience. Tu t'es déjà pointé physiquement? Non. Pourquoi C'était pendant la COVID. Aussi. Mais j'ai fait quelques tours au début sur Sand Hill Road. Fundraiser, super spreader. C'est ça. Prenez mon idée. Mais j'étais allé sur Sand Hill Road dans la Silicon Valley là, avec tous les gros fonds, etc. Puis j'ai eu des cafés là-bas. J'étais allé en personne, mais aller cogner à la porte. Je pense que ça m'a. Ben, je pense que oui, mais je suis pas sûr que c'est un très bon signal. Tu trouves que ça fait désespérer? Un peu. Ça fait pas genre ballsy? Ben, ouais, la ligne est mince. La ligne est très mince entre les deux. Tu sais, si tu fais un mauvais step, tu bégayes quand tu dis bonjour, là, t'es plus basique, t'as l'air de tout croche. Fait que, tu sais, fait que ça se fait. Je pense qu'il y a des manières de le faire, mais je pense que tu peux être aussi un peu créatif puis essayer de voir. Puis c'est un peu, écoute, c'est comme la vente, hein. La vente, c'est avant de reach out à quelqu'un, si t'es rendu au point de faire du cold call, du cold outreach, ben, informe-toi. Regarde un ancien investissement que cette personne-là a fait. Regarde un podcast où ils sont allés, ils ont partagé un point de vue sur ton industrie ou whatever. Ce qui m'impressionne, Pat, c'est que c'est genre un full-time job quasiment. Là, ah ben oui. Le fundraising. Là, c'est ça. Tu dis à la team avant, tu dis à la team avant, là, tu dis je m'en vais fundraise, 80% de mon temps est sur ça, à part si le building brûle. Je veux pas savoir. Ouais. Il y a une manière de le faire, mais c'est pour ça que tu as besoin d'une équipe qui est très, très, très solide pour t'entourer, qui sont capables de garder le cap. Puis si tu veux en parler, parle-en, sinon c'est pas grave, on va juste le skipper. Mais genre, là, tu t'es réétabli dans ton environnement, ton nid un peu à Montréal. Ouais. Et évidemment que pour continuer, éventuellement, Pod va devoir raiser un jour, là, je sais pas combien de temps. Ouais. Vas-tu checker pour du capital au Canada, au Québec, ou tu vas continuer de checker pour du capital aux États-Unis ou ailleurs? Je pense que j'ai déjà des conversations juste pour bâtir des relations avec des fonds au Québec puis au Canada. Je pense que c'est un super bel écosystème. Surtout au Québec, tu as beaucoup de fonds qui supportent l'écosystème québécois. Mais il n'y a pas de mais. C'est pas un ou, c'est un et. C'est sûr, j'ai des super bons, des investisseurs que j'adore, qui sont basés aux US. C'est sûr qu'il y a beaucoup de capital aux États-Unis. C'est bon, c'est appealing. Mais après ça, tu as aussi t'as des investisseurs au Québec qui ont un track record qui sont incroyables, qui aident à faire croître des compagnies avec du mentorship qui est aussi super solide. Fait que je vois pas pourquoi pas. Pourquoi pas aller voir les deux. Puis si la prochaine ronde, c'est l'idée par un fonds canadien ou québécois, tant mieux. Là. Je vois pas ça comme étant un avantage ou un désavantage. Là. Tant qu'il y a un aliment sur le capital qu'on a besoin, ça, il faut penser à la valuation, mais surtout ce qu'il apporte de plus sur la table. Si c'est juste du capital puis c'est un peu vide derrière ça, ça m'intéresse moins. Les investisseurs que j'ai aujourd'hui, c'est des personnes qui ont un sacré track record, qui ont investi dans des grosses compagnies en sales tech ou qui ont un background en produits qui est incroyable, puis qu'à chaque 2-3 semaines, on se parle. Puis quand tu peux, comment tu fais pour vêter un investisseur? Tu parles à d'autres founders. Moi, ça fait tout le temps partie de mon processus. De social, de background check. Exactement. De la même façon qu'eux, ils veulent peut-être parler à quelqu'un avec qui tu as travaillé ou quoi que ce soit. Ben, à chaque fois, avant de se marier, j'aimerais ça parler à ton ex. Ou pas la parfaite analogie, là, mais du moins. Je pense qu'on va. Non, mais. Écoute, chérie, je suis bord de mettre le genou à terre, mais c'est quoi le numéro de ton ex? C'est ça, j'ai besoin de lui parler. Mais tu sais, d'aller parler à d'autres founders, parce qu'après ça, c'est là que tu vois un peu si le front ou ce qu'ils disent qu'ils vont faire arrive dans la vraie vie. Puis dans tous les cas, ça a été toujours positif, mais il suffit d'un founder. Pourquoi j'ai formulé en disant si tu peux, quand tu peux, comment tu vas être? Parce qu'il y a des startups financiers qui arrivent à des crossroads qui sont tellement existentiels que c'est genre, m'a prendre le premier capital qu'on me donne, sinon je meurs. Oui, c'est sûr. C'est dans le sens que c'est un first world problem de pouvoir vêter ton investisseur quand t'en as plein. Oui, absolument. Ouais. Mais je pense que dans tous les cas, outre le vetting, je pense d'avoir la transparence avec l'investisseur, te dire voici ce qu'on a besoin. Est-ce que tu peux nous aider là-dedans?
outre le capital. Tu sais, le capital, c'est important, là, c'est sûr, le cash, c'est important, mais est-ce que ton investisseur est capable de donner un intros. Ouais, un competitive advantage ou un unfair advantage parce qu'ils connaissent le marché, parce qu'ils ont vu des compagnies avant, des intros, des customers potentiels. Tu sais, je pense que c'est aussi important que le capital. Tu sais, je sais que dans YC, mettons, il y a beaucoup de. Les premières ventes se font toutes dans le fucking réseau, des alumni, puis tout ça. Fait que je me demande, genre, dans ton fonds, tu veux-tu la cross-selling value? Peux-tu considérer ça, genre? Dans le roster du portfolio, genre, on a déjà 10 millions ARR qu'on pourrait aller unlock, genre? Ben, ouais. Souvent, il y en a, surtout un peu plus au growth stage, ils vont dire, on a un portfolio avec des compagnies qui fit directement dans le growth stage, ça, c'est à partir de A, maintenant? Ouais, A et plus. Ben, tu sais, les définitions varient, là. Des fois, c'est B, C, mais pas seed pre-seed. Ouais. Une fois que tu as le product market fit, puis là, c'est le temps d'aller sur le marché puis de scaler, là, souvent, ils vont dire, on a 250 portfolio companies qui ont des équipes de vente en B2B. On peut t'aider. Il y a 3 ans-ish, tu étais ASF, tu venais de fonder ça. Pendant un bout, tu es un co-founder, mais mostly tu es solo-founder. Ouais. Mettons qu'on fast-forward à les derniers mois, je veux que tu me fasses un delta entre ton day-to-day. Ouais. Au début, puis là, genre. Très différent, mais tout aussi le fun. Ça évolue dans le bon sens de manière générale. Je pense qu'au début, la différence, c'est que tu as un peu toute la pression sur tes épaules parce que si toi, tu fais pas du travail, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres choses qui se passent. Parce que... J'ai vécu ça. C'est ça. Fait que tu sais, ça... Il y a plus de pression qui vient. Il y a des gens qui deal plus ou moins bien avec ça. Moi, j'aimais ça. Si tu mets la main à la porte, tu bâtis un site web, tu n'as jamais bâti de site web, tu passes... un week-end à le faire, c'est le fun. Pour faire ton premier site? Au début, c'est Wix. Wix? J'ai eu des bons commentaires pendant très longtemps, mais c'était bâti tout croche. Ouais. Aucun concept de responsiveness dans mon site web, là, ça cassait à la seconde. Mais écoute, l'important, c'est le message. Fait que, au début, tu fais vraiment beaucoup de tout. C'est toi qui fais le travail. Tu fais autant la stratégie que les courriels. Ça continue à être le cas jusqu'à ce jour, mais maintenant, tu as une équipe, il y a une grosse partie de ton travail qui n'est pas juste faire le grunt work, disons, mais de travailler à unblocker les problèmes de ton équipe ou les empower. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on motivant aussi? Là. Ben oui, c'est le fun. Là. Quand tu as un profil manager, quand tu as un profil purement builder, contributeur individuel, c'est la partie moins le fun. Oui, exactement. Mais c'est ça, c'est le fun. C'est j'ai vu une vidéo à un moment donné qui disait ça, c'est le CEO, là, les problèmes qui vont jusqu'au CEO, au founder, c'est les problèmes les plus difficiles. Rodolphe. Ouais, j'adore. Rodolphe Barrère de. Voyons, c'est Potluck. Ouais. Il était là, puis il disait. La merde remonte. Ouais, c'est ça. Excuse, j'ai fait son accent français. Excuse-moi. Mais t'es comme, moi, je gère les pires problèmes que les personnes les plus intelligentes dans ma compagnie sont pas capables de régler, man. Chaque jour, c'est de la merde. Il écrit son bon, pas. Mais exact. Mais ça, c'est le fun. C'est le fun, certainement. J'adore résoudre des problèmes de toutes les sortes. Fait que, on parle d'un problème de, je sais pas, de cloud scaling. J'ai aucune idée, mais parle-moi de ton problème, puis j'essaie de t'aider à penser à travers ton problème. C'est vraiment, fait que ça, c'est une partie, c'est vraiment le fun. Puis en même temps, après ça, c'est une partie du travail, c'est les empower. Fait que qu'est-ce que mon équipe a besoin pour être capable de performer? Est-ce qu'ils ont besoin de plus de direction sur le produit? Est-ce qu'ils ont besoin d'outils? Est-ce qu'on a besoin d'autres expertises? Parce que tu vois un peu la map, tu as une map de risque devant toi. Tu sais où est-ce que je mets mes pions pour être capable de gagner la guerre? Incroyable analogie, j'adore. J'adore. De piment à brocoli. Non, c'est des chou-fleurs. Oh, man, les analogies de guerre. J'ai tout un rant là-dessus. Okay. Ils sont faciles, puis ils sont proches dans notre tête. Je les comprends, puis c'est correct. Je les respecte. Ouais. Mais, c'est quoi j'allais dire, dude? Ouais, t'as dit empower ton monde. Puis une des affaires clés aussi que t'apprends à la dure, des fois, quand t'es plus peut-être micromanager, c'est... Quand est-ce que tu shut the fuck up et que tu les laisses faire ce qu'ils ont à faire, se planter, gagner? Tu peux pas tout faire pour eux autres. Puis comme, faut qu'ils développent leur propre style, leurs propres skills. Puis comme, si t'es genre overbearing, ça va rester du monde junior qui grandit pas dans tout ce qu'ils peuvent être. Ben, je trouve que c'est intéressant, là, c'est... Paul Graham de YC qui a mis qui a mis un post sur le founder mode. T'as entendu beaucoup. Fait que, tu sais, ce que je trouve... Qui ne l'a pas vu? Habite sous une roche. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que je pense que la ligne est mince entre être
actif dans l'entreprise ou être tactique dans l'entreprise et faire du micromanager. Je pense que il y a 2 axes que je pense qui définissent de quel côté. Il y en a un que c'est trust. Fait que à quel point est-ce que tu trustes ton équipe. OK. Puis l'autre aussi, je pense la transparence ou la méritocratie d'une certaine manière où que, tu sais, moi j'arrive, je jump dans le produit, je jump avec mon product designer dans Figma, puis on pense au produit. Je viens pas là pour te dire quoi faire. Je viens pas là pour qu'on problem solve parce qu'au bout du compte, tu veux la meilleure solution, je veux la meilleure solution, tu as une perspective, j'ai une perspective. Parlons-en, discutons-en, trouvons la meilleure solution. Après ça, il faut que tu choisisses tes batailles. Moi, je mets le chapeau de produit, fait que bien évidemment, je suis inclus, je m'implique d'un point de vue product engineering, design, mais après ça, la ligne est mince entre, si tu shut down toutes les idées, parce que tu dis non, c'est la mienne, mon idée. C'est là que ça devient toxique très, très rapidement. Puis c'est du micromanaging plutôt que de dire, hey, je suis juste excité par ce qu'on fait. Travaillons. Ouais, c'est ça. Je veux amener la valeur. Je viens pas ici pour être overbearing et regarder au-dessus de ton épaule, mais juste, je travaille. Donne-moi un product requirement document à faire, moi le taper le soir même. Je trouve ça. Je fais pas ça parce que j'essaie de gamer mon manager ou le CEO. J'aime ça. Je joue mon laptop à 6 h le matin un samedi. Parce que j'aime ce que je fais, pas parce que j'essaie de arcade. le matin, je me lève tôt. Ouais, je me lève tôt le matin. Ma blonde adore jusqu'à 8, qu'est-ce que je fasse? Non, mais tu sais, j'aime ce que je fais. Fait que tu sais, je me lève le matin, je dis quand même, j'ai travaillé sur quelque chose que j'aime. Fait que tu sais, m'aller dans le Figma, faire un mock-up, écrire des courriels. Fait que tu sais, je pense que la ligne est mince. Tu travailles 7 jours sur 7? Non. Ben, pas. Non, je travaille pas 7 jours sur 7. Tu prends-tu tout le temps minimum une journée de congé? Ben, je vais souvent travailler un peu le samedi dimanche, mais tu sais, avant de souper, ouvrir mon laptop, envoyer 2 courriels, c'est pas du travail pour moi. Je vais rarement prendre mon samedi et mon dimanche au complet pour travailler, ou même une journée au complet. Là. Tu sais, si j'ai rien à faire, puis je suis pas fatigué, puis je suis allé courir, ou je suis allé faire du vélo, whatever, encore une fois, c'est pas difficile. C'est pas. Parce que t'aimes ça. Ben, c'est le fun. Ouais. Je sais pas, c'est le fun. Tu travailles sur, tu bâtis quelque chose, c'est le fun. T'as ton truc. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, puis après ça, tu touches. Dans ma carrière, j'ai été un touche-à-tout. Puis là, je touche à tout dans l'entreprise. Je vais faire un blog post le matin. Après ça, je vais faire un referral agreement pour un affiliate programme. Puis le soir, je vais regarder mes invoices. Puis après ça, je vais faire un review d'un product requirement document avec mon engineering lead. Tu sais, personnellement, je trouve ça le fun. Es-tu capable de quand même carver de l'espace pour, mettons, sport, famille, amis? Ouais. Mais j'ai la chance d'avoir une partenaire qui, quand elle voit que je suis dans un rabbit hole, elle me tire. Elle fait comme là, on a besoin de. La première année à SF, c'était difficile. Il y a des semaines où je me souviens là, que j'étais tellement concentré, je sortais pas de chez nous pendant 4 jours dans la semaine. Ah, c'est OK. Hein? La copine avait fait comme OK, on va aller marcher un peu. Mais oui, je pense que j'aime ce que je fais, mais après ça, à 5-6 heures, j'arrête de travailler, je m'en vais courir, je fais à souper, je vais voir un ami, des amis, whatever. Je fais ça. Un bon cook? Ben, je trouve que ça fait un peu prêcher de dire oui, mais je pense que je suis un bon cook. J'aime cuisiner. C'est ça. Crème de chou-fleur, crème de brocoli. C'est vrai, ça? Mais oui, ma famille, j'ai de la descendance italienne. Moi, non, c'est ça. Hein? Français. C'est français, OK. Fait que j'ai vécu. T'as italien, français, puis un peu de canadien, un peu d'américain, un peu un melting pot un peu. Wow. Fait que la cuisine, c'est important. Fait que oui, joli. mais ouais, fait qu'en tout cas, fait que oui, c'était pas tant genuine. Wow, dis-nous en plus, Patrick. Non, mais c'est cool. Oui. C'est cool. Mais pour revenir à ton point, oui, je prends le temps. Je balance, mais c'est bon. C'est ça que je voulais gager. Ouais, c'est ça. I pick my battles. Je vais prendre du temps pour moi, pour ma copine, pour ma famille, pour mes amis, puis travailler. Parce que je trouve ça. Puis ton réseau comme entrepreneurial, genre, as-tu du support ou du mentorat de mentor, coach, peers, whatever? T'es-tu dans n'importe quoi? Quelle dynamique de même? Ben oui. Je pense que j'ai des amis très proches qui ont cette même mentalité-là, qui sont partis des entreprises, qui ont exit de leur entreprise, qui sont en VC, qui sont partis des more lifestyle business, là, qui ont acheté des cliniques, des affaires comme ça. Fait que j'apprends beaucoup de ces gens-là parce que je pense que les leçons ou les challenges qu'eux font face, ben, c'est quelque chose que soit que j'ai pas fait face, soit auquel je fais face, mais il y a une autre façon de le résoudre. Fait que je trouve ça juste enrichissant. Puis tu vas prendre une bière, puis you shoot the shit, puis tu parles de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. C'est le fun.
tu peux parler de Fais-tu partie de communauté spécifique? plusieurs. Peut-être trop. Plus structuré que genre, on prend une bière en chum founder. Ouais. Fait qu'il y a 2 communautés où que je suis un peu plus actif. Il y en a une qui s'appelle Pavilion. Fait que Pavilion, c'est une compagnie, c'est anciennement appelée Revenue Collective. Fait que c'est une communauté pour les revenue leaders. Fait que go-to-market de manière générale, marketing, vente, customer success, etc. Communauté payante, mais avec extrêmement beaucoup de ressources. Combien? C'est environ 125 par mois, environ. Combien de membres à peu près? Je pense qu'on est à 4 000 membres, 4-5 000 membres à travers le monde. Ils ont des chapitres locaux. Chapitres locaux. Ouais, justement, le super hier, c'était avec un chapitre de Montréal. C'est la raison pourquoi tu as raté le plus gros événement de SaaSpost ever. Exactement. L'arrivée du SaaSpost, tout ça, t'étais pas là. Je sais. On en a parlé. J'ai entendu que c'était légendaire. Non, mais c'est cool. The next time, hein? Si c'était si légendaire, on en a un autre. Let's go. Fait que Pavilion, c'est un gros, c'est orienté vers la vente. Fait que ça me permet de parler à des sales leaders, de parler à des gens qui sont dans le milieu, qui ont des problèmes, etc. Autre communauté, C100. Canadian in Tech. Ouais. Ça me dit de quoi, on dirait que je suis pas capable de dire. Ouais, mais c'est juste des gens en technologie au Canada, qui ont des origines canadiennes ou un attachement canadien d'une certaine manière à travers le monde. Fait que la communauté à San Francisco était très, très forte. Elle n'est pas très, très forte à Montréal. Il y a peut-être plein de raisons pour ça, mais je pense que c'est intéressant dans le milieu de tech d'avoir une communauté qui n'est pas juste au Québec ou à Montréal ou à Québec, mais qui est à travers le Canada. Parce que je pense qu'il y a des gens avec des profils super intéressants. Tu as des gens, je pense qu'il y a un des chairs de C100, c'est Patrick Pichette. J'aimerais bien ça te dire que je sais c'est qui, puis s'il écoute ce podcast-là, je m'excuse, Pipi, mais. J'espère dire bon. C'est Patrick Pichette, oui. Mais c'est l'ancien CFO de Google, un Québécois. Non, j'ai. All right. Cool, man. Good job. Congrats. Mais en tout cas, C100, je trouve ça intéressant parce que. Ben oui, il y a des grosses pointures, puis tu peux apprendre, t'inspirer. Puis... J'ai l'impression des fois au Québec, il y a un peu cette tendance-là à. C'est ensemble, etc. Moi, j'étais un gros proponent de le Canada de manière générale. J'ai des amis à travers ma carrière que je me suis fait à travers le Canada. Puis, si je peux utiliser le podcast pour quoi que ce soit, c'est de dire qu'on est beaucoup plus proche et similaire aux Ontariens, au BC, en Alberta qu'on le pense. Du moins, dans mon expérience. Dans ta perspective. Dans ma perspective à moi. OK. Ouais. J'ai des amis, des lifelong friends là, que je me suis fait, puis je suis aussi proche de ces amis-là que des amis que j'ai depuis 5 ans. Fait que, tout ça pour dire que C100, c'est une communauté, je pense, qui n'est pas très, très forte au Québec, mais pour les gens qui sont en tech, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est mostly virtuel, ça? Mostly virtuel, ouais. Tu as un Slack channel, etc. Mais une conférence à chaque année. Ils ont un accélérateur ou un fellowship programme avec des startups aussi. Fait que c'est pas juste big tech, là. Il y a beaucoup de jeunes pousses qui sont là-dedans aussi. Fait que ils ont des ressources, ils ont de l'aide, etc. Fait que c'est vraiment le fun. C'est un OBNL ou c'est une compagnie privée? Je pourrais pas dire. Tu pourrais pas me dire. Mais faut que tu payes pour rentrer, mais je sais pas si c'est qualifié pour OBNL. 60$ par mois. OK. Fait que pas rien, mais comme dans toutes les communautés, you get out what you put in. Fait que je pense que si tu prends le temps de participer, si tu prends le temps de parler aux gens, de vouloir faire des rencontres, etc., le retour est... Y a-t-il des strictes règles d'autopromotion, mettons, dans Pavilion? Ouais, absolument. Tu peux pas pitcher ton produit. Tu peux pas juste arriver sur un Slack channel et dire hey, j'ai ce produit-là qui le veut. Tu peux le faire, mais le message va se faire enlever très rapidement. Mais oui. Les gens, je pense que les gens qui gèrent la communauté savent qu'ils veulent nurture des opportunités d'affaires, mais je pense qu'il y a une manière de le faire qui est un peu plus naturelle, organique, que juste dire comme hey, achète mon produit, merci. S'il n'y avait pas d'événement dans la vraie vie pour, mettons, Pavilion ou C100, est-ce que t'en ferais partie quand même? Ouais, je pense. Parce que souvent, ces communautés-là ont des ressources qui sont vraiment intéressantes. Genre des rabais sur un paquet d'affaires? Des rabais, mais aussi des playbooks. En Pavilion, il y en a beaucoup. Là, c'est, je sais pas, un compensation plan, un referral agreement, des templates à gauche à droite. Okay, nice. Pavilion sont vraiment bons pour... Ils ont des cours CRO Academy, CCO Academy, etc. Fait que,
ultimement, ces communautés-là, c'est pas juste pour connecter, mais pour te développer. Ça a été la prémisse ou la genèse de ces communautés-là. Tu veux te développer en tant que professionnel dans le monde du go-to-market. Fait que, ils ont des cours en virtuel, des cours en personne, ils ont des retraites, des affaires de même. Fait que, outre bien évidemment les événements physiques, je pense qu'il y a il y a plein de façons d'apprendre ou te développer dans ta fonction, peu importe quelle. C'est-tu divisé un petit peu par comme groupe core ou cohorte ou c'est pas mal? Dans Pavilion, par exemple, tu as Associate and Executive. Fait que c'est le niveau de seniorité. Le but, c'est qu'il y a des événements ou des ressources qui sont un peu plus spécifiques à chacun des groupes. Okay. Si tu as 5 ans d'expérience, c'est un peu différent que si tu as 25 ans d'expérience. Mais c'est pas des petits groupes de 4 d'associates. Non, c'est genre des gros bundles. Là. Ouais, exact. Oui, tu as un onboarding journey. Là, tu rentres dans la communauté, tu vas avoir quelques meetings juste avec ta cohorte en tant que telle, mais après ça, tu es lancé dans la communauté au complet. Ça dure combien de temps, l'onboarding journey? Je sais pas, 2-3 semaines. Là. Okay. Tu sais, quelques meetings, ils te font remplir un survey, tu rencontres quelqu'un, etc. Okay. Ouais, c'est le fun. Combien de temps par semaine tu mets dans les deux, mettons? Ça va vraiment. C'est des gros up and down, mais tu sais, peut-être, je sais pas, 2-3 heures par semaine. Okay. Top, là. Top. Je pense, peut-être en moyenne, 2 heures. 2 heures. Tu sais, soit être actif sur le Slack puis voir comment je peux aider les gens ou poser des questions, ou etc. Ça va vraiment varier. Des fois que pendant 3-4 semaines, j'y vais jamais, mais de manière générale, j'essaie de garder un œil dessus. Puis... Si tu avais une critique à faire de ton point de vue, ta réalité envers ces deux communautés-là ou juste Pavilion, ça serait quoi? Critique constructive? Il n'y en a pas qui viennent. Non, mais je pense que j'essaie de penser un peu à mon expérience puis qu'est-ce qui peut être un irritant. Je pense que dans plusieurs cas, juste le volume de gens, de questions, de commentaires de Slack Channel devient un peu overbearing. Devient un peu overwhelming. Ou que tu arrives puis tu as le goût d'utiliser ça pour voir s'il y a des opportunités ou pouvoir aider les gens, mais tu viens pas pendant 24 heures puis tu as 40 messages. Tu sais, comme j'ai pas 40 minutes pour aller lire chacun des messages. Moi, je suis débile avec mes notifications, fait que je verrais fou. C'est ça. Fait que t'en as tout le temps. Dans mon Slack, t'as des communautés un peu à gauche à droite avec des notifications qui stack up. Fait que tu fais comme, fait que c'est quoi ton way-in quand t'ouvres puis t'as genre 100 on red shit ou whatever? Je pense que tu décides où est-ce que tu veux te concentrer. Si tu essaies de dire, je vais joindre tous les channels puis je vais joindre partout, c'est là que tu vas te perdre un peu. You get lost in the sauce. Mais le play, c'est pas de keep track de tout ce qui s'est dit. Là. Non, vraiment pas. Jumper dans des moments et des endroits qui fit pour toi. Exactement. Ou d'aller leverager des ressources qui te sont utiles. Si toi, tu es vraiment intéressé par ce qui se passe pour les founders d'un point de vue go-to-market, il y a une channel founders. Fait que tu sais, je vais regarder plus ça. Je vais pas regarder la channel générale autant. Ils font-tu des webinaires, des trucs genre virtuels chaque semaine? Non. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à chaque semaine, mais. Toi, tu participes moi, je participe pas à chaque semaine. Okay. Puis je pense pas qu'il y a quelque chose qui est nécessairement relevant pour moi à chaque semaine non plus. Okay. Ouais. Merci pour tout mon customer development gratuit pour ma communauté privée. Exact. J'ai le goût qu'on parle un petit peu d'embauche, man. Ouais. On s'en va dans notre closing, là. Trouves-tu ça tough, embaucher? Trouver le bon monde? Les garder? Fais-moi une tirade sur TRH. Je pense que engager, je trouve ça. Je trouve que c'est difficile d'engager. Pas que c'est moins difficile quand tu es d'une plus grosse compagnie, mais je pense que quand tu es une jeune compagnie, un peu une pomme pourrite, a un impact beaucoup plus important sur tout le reste de l'équipe, la culture, la trajectoire, que si tu es dans une compagnie de 500 personnes puis tu as un one bad hire. Fait que je pense que c'est difficile à cause de l'impact. Fait qu'il faut que tu sois, je pense, beaucoup plus diligent, mais aussi parce que même si techniquement ou dans leur expérience, les gens ont un skill set qui serait utile dans la compagnie, tu es un ingénieur, tu sais coder, tu es allé dans des grosses compagnies, cool, mais d'opérer dans cette fonction-là dans une startup, c'est différent. Les dilemmes auxquels tu fais face sont différents, la prise de décision est différente, la vitesse est différente, le fait qu'il faut que tu saches couper les coins ronds, comment tu coupes les coins ronds correctement, de gérer aussi la pression et de vouloir aller chercher ce risque-là. Là. Tu joins une compagnie plus jeune, bien souvent, tu prends une baisse de salaire, mais tu as des stock options. Fait que d'avoir un peu cette drive-là
de vouloir participer à bâtir quelque chose, ben, c'est pas parce que tu es allé chez Google que tu es un bon fit. Il y a plein d'histoires que je connais où tu t'en vas chercher quelqu'un chez Meta, Nvidia, Facebook, puis finalement, après une semaine, ces gens-là sont partis parce que c'est pas un bon fit, ils n'ont pas le bon mindset. Fait que hire for a right mindset, ça, c'est difficile, puis c'est ça qui prend le plus de temps. Il faut que tu parles aux gens, il faut que tu prennes le temps de comprendre ce qui les drive, puis comprendre s'il y a un fit par rapport à ça. Fait que je pense engager, c'est pas difficile, c'est time consuming. Ça prend du temps. Puis c'est facile de offloader ça à des recruteurs externes ou whatever, mais il faut que tu t'assures qu'ils comprennent vraiment ce que tu as besoin aussi, puis ça coûte des sous, bien évidemment. Des gros sous. Fait que l'embauche, c'est difficile, mais je pense que c'est important. Moi, c'est important que moi, je prends le temps de le faire. Je le fais moi-même. Je reach out sur LinkedIn à des gens que je trouve qui ont des bons profils. Je regarde dans mon réseau, je regarde qui pourrait être un bon fit ou non. Fait que ça, c'est l'embauche. Fun, c'est intéressant, c'est cool de vouloir fédérer un peu ton projet, ta mission, puis d'amener des gens excités on board. Mais après ça, je pense que les garder heureux et motivés, je pense pas que c'est dur, il faut juste être intentionnel. Il faut juste que tu y penses. Faut que tu dises, il faut que tu prennes le temps de parler à ton monde puis de te dire, hey, comment ça va? Est-ce que tu es toujours, est-ce que ça va dans la vie de manière générale? Sure, mais est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu es excité par ce qu'on fait encore? Est-ce que tu voudrais faire quelque chose d'autre? Fait que, moi, je rencontre chacun des membres de mon équipe à chaque 2 semaines. Puis on parle pas vraiment de job. On parle pas genre des sprints, on parle pas des to-do. On parle de comment ça va, comment s'est passé les 2 dernières semaines, comment est-ce que tu as aimé ce que tu as fait, comment est-ce que je peux créer en tant que founder un environnement où que tu vas thrive puis tu vas vouloir te développer. C'est toujours la première question que je pose dès qu'ils rentrent. C'est quoi tes objectifs dans les prochains 6 mois? Puis comment est-ce que je fais pour t'aider, si c'est possible? Puis je pense que ça crée un mélange de ça d'un point de vue de développement personnel, c'est important, mais aussi de créer un environnement où ils peuvent prendre l'initiative. Hey, t'as envie qu'on fasse un tournoi de Super Smash Bros, ben go. Trouve une télé, prends une carte de crédit, puis apporte la Switch, puis on va jouer. Prends l'initiative, c'est ta compagnie autant que la mienne maintenant. Mets ton chapeau d'entrepreneur. Ça, je pense que c'est pas très scalable. Je pense que c'est scalable d'une certaine manière, mais quand t'es 100, 150, ça devient un peu plus difficile. Tu as besoin d'avoir des processus, etc. Mais quand t'es 8, là, c'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin d'avoir un processus bien compliqué. C'est ta compagnie autant que la mienne, c'est parce que tu as un plan de stock options généreux? Non, j'ai un plan de stock options, je pense, qui est market, qui est dans les benchmarks. Mais je pense que quelqu'un qui se joint à une compagnie aussi early, faut qu'il y ait ce sentiment-là. Doit avoir ce sentiment-là. Si c'est pas le cas, c'est juste un ticking time bomb. C'est une question de temps avant que cette personne ne parte parce que c'est plus stressant, il y a plus de travail, c'est tout le temps go, 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 il y a des incertitudes, des fois ça va bien, des fois ça va pas bien. Si tu es habitué à la grosse compagnie, là, c'est une belle claque d'en face. Puis il y a des gens qui thrive, puis j'ai la chance dans l'équipe d'avoir des gens qui ont évolué dans les jeunes entreprises, des gens qui ont eu leur propre startup puis qui ont exit, qui sont habitués puis qui sachent un peu, qui sont vraiment des alliés, puis c'est pas juste moi qui ai besoin de les manager puis de leur dire hey, c'est comme ça que ça se passe, etc. Mais qui sont comme hey, go. On bâtit ça ensemble. Puis rapidement, est-ce que vous êtes physique, au bureau, hybride, remote? Vous êtes comment? Hybride. Fait que physiquement, c'est où que vous vous rassemblez des fois, mettons? Fait qu'on a un bureau. Okay. On a un bureau au centre-ville, au-dessus des anciens bureaux de Musique Plus. Okay. Bleury Sainte-Catherine. Ça, tu viens pas de Montréal. Ben écoute, j'ai pensé à Reg Laplanche. Ah ouais, exact. Fait qu'on a un bureau. On revient ensemble 2-3 jours semaine. OK, nice. Je pense que c'est important. Ton staff est tout canadien? Oui, tout canadien. Tout québécois? Presque tout québécois. Ben, on a 2. Mais tu sais, Pat, le reste du Canada sont nice aussi. Genre, moi, j'ai des lifelong friends là-bas. Please build a snippet. Non, mais oui, c'est important pour moi d'être en personne aussi. Fait que, c'est sûr qu'il y a des gens, le content specialist, elle vient d'Edmonton. On a Amit.
On t'aime, Mariah. Mon business development lead, c'est un gars de l'Ontario. Mais il habite à Montréal. Là. Habite à Montréal, ouais, exact. Fait que je pense que c'est important parce que oui, je pense que c'est le fun, là, une culture en personne où tu parles Surtout pas juste du travail, que tu vas jouer, comme je dis, tu vas jouer au ping-pong, tu prends une bière ensemble, du vin, whatever. C'est le fun, surtout au début. Mais aussi d'un point de vue purement pratique, là, ta capacité. Je pense que les chances de succès d'une entreprise est significativement mitigée par ta capacité de tackle des problèmes rapidement. Mm-hmm. Je pense que c'est juste ça. Si ça te prend une semaine à tackle un problème, tu vas voir que tu vas plus avoir d'argent avant d'avoir tackle tous les problèmes. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant entre le moment où que tout le monde était remote parce que j'étais encore aux États-Unis puis qu'on a un bureau. La différence entre la prise de décision et la vélocité de l'équipe entre les deux, je trouve ça ahurissant. Tu tournes de bord, tu cries, j'ai ce problème-là avec cette partie de code-là, résous comme ça. Tu cries souvent au bureau? Non. J'adore. Mais je te feel, man. Puis tu sais, il y a tellement d'opinions divergentes sur ces choses-là. Fait que c'est intéressant de voir quelqu'un qui state le sien puis l'assume comme il faut. Ouais. Moi, je te cacherai pas que le physique me manque quand même beaucoup. Mais c'est ça, c'est pas à propos de moi. Ouais. Hein? Ben non, donc, mais c'est important de partager. Bon, ouais, j'ai assez partagé. On finit en mitraille, OK? Fait que je veux des short answers. Okay. Prochaine question. Y a-t-il une erreur top of mind qui t'a faite que tu veux partager? Je pense des décisions produits early days qui auraient pu être meilleures. Donne un exemple rapide. Se concentrer sur des features de productivité plutôt que des features d'intelligence. OK, nice. J'aurais fait le contraire si j'avais pu. Mais... Très cool. C'est vraiment pratique, j'aime ça. Qu'est-ce qui est le plus tough dans le business en ce moment? Je pense l'acquisition de clients. C'est jamais facile, mais je pense que c'est un problème c'est un problème, c'est quelque chose auquel on met beaucoup d'efforts. Ouais. Le plus fun? Problem solve sur le produit, penser à des nouveaux features, parler des clients par rapport au produit. Je suis très product-oriented, là, fait que j'adore faire ça. Phil Langlois de Missive, un de mes SaaSPass subscribers, m'a suggéré de poser une question vraiment cool aux guests à partir de maintenant. Fait que je te la pose. Quels tools SaaS te font le plus triper dans ton day-to-day? Là? Ouais. Je suis un gros fan de Notion. Okay. J'utilise Notion Inside and Out. Ton project management, c'est là-dedans. Ouais. Mes tickets, mon knowledge base, mes campagnes, tout dans Notion. Ton support clientèle est là-dedans? Non, mes tickets plus pour les campagnes de marketing. Fait que le support, c'est avec Intercom. C'est bon. On utilise. J'adore utiliser Superhuman. Ah ouais. Je suis un de cette personne-là. Écoute, j'adore les shortcuts. J'adore les shortcuts. Je serais même pas capable de revenir vers le vieux Gmail. Un jour. Ça vaut la peine. Okay. Ben, ça vaut, écoute, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est pas collaboratif, right? Maintenant, c'est rendu collaboratif. Ben, tu peux. Si tu amènes une équipe, là, c'est un shared inbox, tu peux faire du commenting, etc. C'est vraiment bien. Je pense que ça vient du fait d'avoir le feature plus intéressant, c'est le shortcut. OK. Tu n'as pas besoin d'utiliser ton email workflow, genre les shortcuts. Exact, significativement. Notion, Superhuman, puis moi, je suis pas un gros fan de Figma de manière générale. Ouais. Je pense que je deviens de meilleur en meilleur. Puis David, mon designer, il m'envoie des fleurs à chaque fois que je fais quelque chose de cool, là, mais c'est tellement powerful. Puis... Moi, je suis encore nul, mais j'aime encore ça. Ouais, c'est ça, exact. Je suis toujours nul et je resterai nul et je vais quand même aimer ça. Ouais. OK, man. Excellente réponse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre SaaSPass plus style pour toi ou ta team? Moi, je suis un gros fan à la base. Je pense que c'est pas quelque chose de différent. C'est, je pense, continuer d'amener des gens qui ont fait des choses dans la vie, qui sont prêts à parler de leurs problèmes puis comment ils ont surmonté. Je pense que ça, de manière générale, c'est plus intéressant que d'avoir des gens qui vont preacher best practice ou genre, hey, voici la façon de le faire. Tu sais. Okay. Après ça, parce que quand tu vas entendre des gens qui sont passés à travers les mêmes problèmes, les mêmes hardships que toi, puis qui t'explique comment est-ce qu'ils ont passé à travers. C'est plus motivant, c'est le fun, c'est relatable, puis ça fait du contenu le fun, ça fait des bons snippets. Super. T'as-tu des shameless plugs pour finir? N'importe quoi. Écoute, on onboard des équipes. Fait que s'il y a des gens qui écoutent le podcast, qui sont en vente, des managers, des sales reps en B2B sales, look us up. Workwithpod.com. Workwithpod.com. Ouais. Super. Puis s'il y a du monde qui ont trippé sur toi, qui veulent t'envoyer des fleurs ou te poser des questions ou venir travailler avec toi, whatever, man.
LinkedIn, c'est good? Ouais, LinkedIn. Patrick Très Monot. actif. Patrick Monot, M-O-N. M-O-N-N-O-T. Exactement. Ça, c'est français. Pat, j'ai eu un blast, man. Merci d'être venu. C'est vraiment apprécié. Bien apprécié. Merci de m'avoir. C'était bien le fun. It's a wrap! Alright, folks. Un petit shout-out à Vasco, partenaire produit Ça se passe. Vasco, c'est la plateforme RevOps pour optimiser votre commercialisation de SaaS. Ça aligne les ventes, le marketing puis le customer success pour que tout le monde avance dans la même direction, mais surtout que les revenus suivent. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur architecte de revenus, Alexis Boucher. OK? De retour au pod. Hey folks, comme vous savez peut-être, on a un abonnement SaaSPal pour notre infolette, un abonnement premium qui te donne un paquet de perks et d'avantages comme des rabais sur les événements en présentiel, des Q&A avec moi et ou les invités du podcast, la roadmap du podcast à l'avance, puis aussi des remerciements sur le pod, ce que je m'apprête à faire. Donc à tous ces ballers, shot callers qui supportent directement Ça se passe, notre projet, merci. Aujourd'hui, je remercie Benoît Devilliers, founder chez Nolo, Martin Arviset, techno-entrepreneur à l'agence Ninja, Geoffrey Blanc, General Manager chez Cyber Impact, Joliane Couture, Product Owner, C-Cube, Tamar Tricky, MBA et Sales Director, Jeff Pelletier, Digital Strategy Manager chez Folks, Jean-Philippe Fortin-Quentin, Head of Marketing chez Dashdis, Sébastien Fournier, Full Stack Dev chez Kimobi, et puis Michael Carpentier, cofondateur et leader produit chez Firi. Merci, Folks, du fond du cœur. Félicitations, vous vous êtes rendus jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank. J'ai une coupe de call to action. Ça se passe, c'est une business d'amour. On met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditoriales où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saspace.com. Il y a l'onglet infolettre. Puis il y a aussi la call to action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index. Saspace.com, il y a un gros bouton mauve ajouter votre SaaS. Il y en a plus de 300. Si vous suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, saspace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup Ça se passe. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité. Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là, encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, ou on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least, suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers!